Bon vendredi à tous, un nouvel épisode de 3 bières avec une autre semaine qui se termine et aussi un nouvel épisode avec Evelyne Ferron. Je le sais, vous le savez, c'est toujours le fun quand Evelyne vient faire son tour à 3 bières. Elle nous amène un paquebot de connaissances à chaque fois et on aime ça et on est vraiment content aussi que vous aussi, vous aimiez ça, vous tripez autant que nous autres. Alors ça c'est vraiment plaisant. Avant de commencer l'épisode, on va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, qui nous aident à produire l'émission. Et j'ai bien sûr nommé des braves gens comme Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, JS Bruno, Eileen McCall, Éric Roy, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre, ainsi que JD, mais ce n'est pas tout. On veut aussi saluer les gens qui viennent de se joindre au Patreon. On est super content que vous soyez là. Et ces gens-là qu'on est content que vous soyez là, c'est bien sûr Olivier Hamilton, Alexandre Quinn ainsi que Stéphanie Ménard. Alors, on vous remercie de faire partie de nos nouveaux abonnés Patreon. Si vous êtes abonné à Patreon, bien sûr. Maintenant, on a un nouveau tiers de 2$ par mois et vous avez accès aux épisodes le lundi matin avant qu'ils sortent vendredi. Alors, si vous voulez être en avance, écouter les épisodes avant les gens, sans pub, vous pouvez faire ça en étant membre Patreon. Et aussi, à chaque 2 semaines, on a des épisodes spéciaux. Des fois, c'est le clandestin. Des fois, c'est des trucs comme Gab répond qu'on a sorti la semaine passée. La semaine prochaine, ça risque d'être un clandestin. Et bien sûr, à l'avenir, on a notre commentaire de Justice League qu'on devrait enregistrer bientôt. Ainsi que les fêtes approchent. Ça veut dire qu'un nouveau Star Wars approche. On va avoir un voyeur de vue de Star Wars qui va s'en venir aussi. Et plein de belles choses comme ça. Mais trêve de toutes ces choses-là et passons à l'épisode dès maintenant. C'était notre réchauffement, mon micro fonctionne? Oui, les micros fonctionnent. Nous aimons les chiens, nous n'aimons pas nécessairement les voir dans des films. C'est vraiment notre amorce. Ben, t'as pas faire Einstein dans Back to the Future, je pense qu'il est très cool. Ouais, mais lui, il est. Il n'y a pas un vrai rôle. Il est pas featuring. Hey, wow, ça fait tabarnak, là, il est important. C'est lui qui est le transporteur de la chronomètre. Tu fais du dog erasure, Evelyne, et ça, je trouve que c'est absolument terrible. Non, mais je veux dire, c'est pas un chien c'est pas l'acteur du film où justement tu sais qu'il va mourir ou il va y arriver quelque chose. T'sais. Non, c'est pas. Il est vraiment bas dans le call sheet, Einstein, malheureusement. C'est quand le chien est acteur que j'aime pas ça. Ok, ouais. C'est un acteur, c'est ça que je viens de dire. Faudrait que c'est vraiment choquant, là. Parce que Pierre-Luc, toi, tu veux devenir agent d'acteur canin. Fait que là, toi, elle parle contre ta clientèle. Ben, en fait, là, c'est un peu chiant que tu dis que tu veux devenir, alors que c'est ma job principale, en fait, ces temps-ci, c'est que je book des chiens à gauche et à droite, genre. Ouais. Je book des gens dans le District 30 et Wouf. Ouais. Aussi dans la... Fait fort. Ouais. Je sais pas quoi dire avec ça, j'ai pris une balle au rebond, puis c'est ça qui arrive quand des balles là, imprévues, là. Mes skills d'impro sont pas très tight, Yannick. Je sais, c'est terrible. Oh mon Dieu, C'est vraiment Evelyne est gênant, là là. pour nous ramasser, là, nous éduquer et nous replacer. Non, juste ça. D'acteurs comme Bagel Leboeuf ou... Ça, là, ouais. j'ai trouvé ça très drôle, mais si j'avais trouvé ça encore plus drôle, j'aurais esclaffé dans ma bière et j'aurais fait un Ouais. dégât. Mais c'est ça, j'ai trouvé des jeux de mots, même de chiens avec des humains, puis ça marche pas, là. Ouais, ben, regarde. Ouais. Si t'en as pendant l'émission, tu les dis quand t'es as. Mais en attendant, re-bienvenue à 3 bières. L'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et de retour, Evelyne. Yes. Evelyne, ça va bien?
Oui, ça Oui, va. super. Hey, Toi? à chaque fois qu'on annonce aux gens que t'es là, ça crée un hype, le fun, on a des bons commentaires, on reçoit des cœurs par Instagram, Ouais, les gens sont des cœurs, sont des intéressés. 100%, Ouais. ouais, il y a vraiment beaucoup de réactions. Ouais, puis ça, comme moi, ce que je fais, c'est que tous les lundis soirs, j'anime une soirée d'humour, ça s'appelle Humour aux As, au Oui. 97 Saint-Denis. Puis sur Instagram, j'ai fait une story que je disais que tu t'en venais. Oui. Puis après, j'ai fait un genre de concours de mettez des noms de personnes qu'on oublie, sont sous le radar. Moi, j'avais suggéré Harlan Sanders, le colonel Sanders, mais on aurait parlé aussi de Roy Wright et de Alan... Théo. non, crime, lui aussi qu'on oublie. Mais, mon Dieu... Alan Wright. Alan Wright, c'est ça, Chris, c'est bien. Mais il y a quelqu'un, Yves Schwen, un de nos bons auditeurs, m'a suggéré Albert Séverin-Roche, qui est le Capitaine America français, genre. J'avais envoyé à Yannick la description, puis Oui, j'ai lu ça hier, c'était vraiment ça incroyable. m'a rendu vraiment heureux, là, comme un dude qui est comme, à 24 ans, il a genre fait 118 prisonniers, 1118 prisonniers, il a sauvé les gens en rampant dans du sang tout seul, puis en prenant des grenades, genre, c'est vraiment... Genre, À quelle époque? Première Guerre mondiale. Ouais, Grenade, là, c'est ça. Ouais. Ouais. On peut pas être avant ça. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as une personnalité qui est sous-estimée, personnellement, qu'on parle pas assez souvent, là, puis tu peux Il aller... y en a plein. Ouais, mais mettons... Je veux dire, la liste, on parle tellement tout le temps des mêmes personnages. Mais non, mais tu dis ça, mais j'ai un nouveau système maintenant sur ma page Facebook. Parce que, bon, c'est devenu une tradition pour une raison. À un moment donné, tu sais plus pourquoi ça devient une tradition, là, mais quand il pleut, je mets des images de bibliothèques. Bon, les gens aiment ça, là, il pleut, fait qu'on est déprimé, fait qu'on regarde des belles bibliothèques dans le monde. C'est devenu comme une habitude. Puis là, je me suis dit, ben, quand il neige, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai posé la question à mon public sur ma page Facebook. Puis les gens ont dit, on veut des femmes marquantes. J'avais mis ça comme choix. Puis, ben, je sais pas si vous savez, mais il a neigé hier. Alors, ça a été mon premier. Et justement, je suis allée chercher une femme que j'adore, mais dont on parle jamais, qui est Jeanne Albret. Jeanne Barret, excusez-moi, j'ai dit Albret, mais c'est Barret, qui est une botaniste, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde en fait, mais on le sait pas. C'est jamais mentionné. Fait que tu vois, j'en ai profité pour Dans quelles années environ? Hein? On est à l'époque de Louis XVI, donc on est dans les années 1760 plus particulièrement. Puis c'est une femme qui, dans le fond, avait pas d'éducation. Elle vivait en Franche-Comté, en campagne, quand elle était jeune. Ses parents, c'était des agriculteurs, puis elle faisait des ménages. Puis elle était gouvernante comme plein de femmes à cette époque-là. Puis elle a fini par devenir, en fait, la femme de ménage d'un botaniste français qui s'appelle Philibert Commerin. Puis, ben voilà, il y a comme une relation amoureuse qui s'est mise en place, mais il aimait qu'elle classe ses échantillonnages de plantes et tout ça, qu'elle était méticuleuse, qu'elle faisait bien le travail. Donc, on suspecte qu'il lui a appris à lire et à écrire pour qu'elle puisse vraiment devenir son assistante et, à travers, est né un enfant illégitime parce qu'ils ne se sont jamais mariés. Ça, c'est le problème. Alors, le dit enfant va être mis de côté assez rapidement parce que, bon, il est légitime. Et surtout, ben, c'est que là, on lance une grande expédition maritime pour, justement, une expédition scientifique qui est menée par Monsieur de Bougainville, qui est celui qui est arrivé en retard sur les plaines d'Abraham, ici, pendant la bataille des plaines. Alors là, c'est sûr que son amoureux botaniste veut l'amener avec lui, mais les femmes sont interdites à bord des navires selon la loi française au 18e siècle. Parce qu'elles portent malheur, il y a cette idée-là, mais c'est le fait qu'elles ont trop de besoins qui font en sorte que les longues traversées en mer peuvent devenir complexes et surtout les hommes peuvent trop avoir envie de jouer avec elles, ce qui pourrait donner aussi une grossesse en pleine mer, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, pour tous ces facteurs, les femmes étaient interdites à bord des navires selon la loi française au 18e siècle et aussi un peu l'époque de la piraterie. Là, on est juste un peu après. Et c'est ça. Dans Deux épisodes qu'on parle de bateaux et de piraterie. C'est vrai? Yes! Ah oui? Ça continue le podcast 2019. Le Ça, podcast les officiel pirateries, on peut en des parler Moussaillons. longtemps après, si tu Oui, veux. oui. Mais elle, bon, c'était pas un navire de pirates, c'est une expédition scientifique. Et, ben, Mais dans le comment fond, il a fait pour l'amener? Il l'a déguisé? Ils l'ont déguisé. Donc, elle s'est habillée en homme, puis elle s'est appelée Jean Barret, ou plutôt que Jeanne Barret. Puis on l'a vraiment habillée comme un homme. Puis donc, elle était le valet ou l'assistant de son conjoint, on va dire ça comme ça, sauf que c'était pas su. Et quand c'est ton apprenti ou ton valet, ben, généralement, il est dans ta chambre, parce que c'est lui qui s'occupe de tes affaires, de ton lit, etc. Fait que ça marchait super bien. Et ça a quand même pris du temps avant qu'on découvre la supercherie. C'est rendu à Tahiti seulement que Bougainville va comme faire... Oh shit, là t'es une femme et ça, ben si c'est découvert, selon la loi, on va me mettre les fers, puis je pourrais même être battue pour ça. Il n'y en est pas question. Donc, aussitôt qu'il arrive à l'île Maurice, il débarque en voulant dire, vous autres, vous venez de terminer votre voyage. Même s'ils avaient réussi à faire une circumnavigation, donc ils ont fait pas mal le tour du monde avant qu'elle arrive à l'île Maurice. Et son conjoint meurt à l'île Maurice, donc elle est toute seule. Elle n'était pas mariée, donc elle hérite de rien. Elle a tous ses échantillons, tout son travail scientifique. Eh mon Dieu, mais je m'excuse, mais l'île Maurice en 1760, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là? Pas grand-chose, mais il y a quand même
pas mal de marins, parce que c'est une époque quand même maritime, hein, où on est vraiment dans le gros commerce maritime. Fait qu'au pire, c'est un gros port, mettons. Oui, voilà. Et elle va ouvrir un cabaret pour les marins et où elle va offrir différents services, alcool, etc. Peut-être prostitution par Des en choses arrière. chantées par Soldat Louis. Là. Voilà, tout ce qu'un marin pourrait souhaiter en débarquant du navire, la première chose, généralement, c'est de s'envoyer en l'air. Donc, il y avait sûrement une offre de ce côté-là. Et il y a un marin français qui va lui offrir de l'épouser pour pouvoir la ramener en France en toute légalité. Alors, c'est ce qui arrive. Elle ramène les caisses, près de 23 caisses d'échantillons de plantes du côté de la France. Et Louis XVI va reconnaître qu'elle a un talent de scientifique. Puis elle va avoir une pension jusqu'à la fin de ses jours de la cour de France. Donc, même quand Louis XVI est guillotiné, elle vit encore parce qu'elle va vivre jusqu'au tournant du 19e siècle, puis elle va avoir une pension donc, de l'État français pour son travail scientifique, même si elle n'a jamais vraiment été nommée comme une botaniste, elle n'aura jamais les titres parce que c'est son mari qui les avait, son conjoint illégal à l'époque qui les avait, mais cette femme-là, à 26 ans, est probablement, de ce qu'on en sait, la première femme à avoir fait le tour du monde. Est-ce que... Mais de manière illégale, clandestine. Fait que c'est le genre de personnage qu'on connaît pas que moi j'aime bien. Là. Est-ce que les cours comme ça, ou les autorités royales comme ça, respectaient ou cherchaient beaucoup les connaissances des scientifiques comme ça? Ou, ça commençait. La botanique, on avait déjà parlé de Robert Fortune pour le thé, c'est plus au 19e siècle, mais c'est sûr qu'on est à l'époque où on commence à réaliser que les ressources qu'on trouve dans les colonies qu'on est en train de développer, l'idéal, ce serait d'en avoir le monopole. Si tu as le monopole d'une ressource, c'est sûr que c'est toi qui la transforme puis qui vend le produit transformé à tout le monde. C'est un peu cette course-là, en fait, qui est là. Puis la botanique, les botanistes, par leur connaissance des plantes, des fois peuvent aussi permettre des coups de cochon, ou s'il y a un autre lieu où on a le même climat, on peut transporter une plante et aller la faire pousser ailleurs. Donc, c'est arrivé avec le thé, c'est arrivé avec le café, même chose. On essayait de voir est-ce que le cacao, on peut le faire pousser ailleurs parce qu'il y avait un intérêt pour le chocolat. Donc, c'est un peu à ça que ces gens-là servent. Donc, la science, je dirais, rendue à cette époque-là, est là pour donner du pouvoir aux grands empires coloniaux. Alors, c'est un peu la même époque où on commence à s'intéresser à la machine à vapeur. Les premiers essais de la machine à vapeur, c'est dans la deuxième moitié du 18e siècle, du côté de l'Écosse en particulier, avec on va les appeler des ingénieurs, c'est le nom qu'on pourrait leur donner aujourd'hui, écossais, là, qui vont essayer de développer justement une machine qui va permettre de mécaniser la production. L'Angleterre va avoir presque le monopole du coton en Inde. Et son but, c'est de vendre le coton partout, parce que sinon, les vêtements étaient en laine. J'aimerais juste, ici, qu'on retourne sur ce qu'on vient de vivre, OK? Oui. Tu as dit, genre, l'Angleterre contrôle le monopole en Inde. En regardant Yannick avait comme... Ouais. Clairement, c'est vrai qu'on regarde les gens sur YouTube reculer de 10 secondes parce que c'est vraiment drôle. Je pense juste à toute l'histoire de la colonisation en Inde que je connais de par toute, mettons, la télévision britannique que je regarde D'un côté, tu penses que, ils mangent du curry, puis il y a beaucoup de gens sud-asiatiques. Il y a une grosse population sud-asiatique qui vit en Angleterre. Fait que tu penses que c'est le résultat d'une ouverture d'esprit incroyable. Mais quand tu y vas, plus souvent, c'est comme, non, ils ont juste comme vraiment écrasé. Fait que c'était correct d'en ramener une coupe, puis tout ça. C'est pas une question d'ouverture d'esprit, puis qu'ils sont plus éclairés que nous autres. Puis tu as eu une mutinerie en 1857, d'ailleurs, des soldats indiens dans l'armée britannique qui ont dit, ça suffit, là. Mais c'est ça, il y a plein d'affaires terribles, c'est ça que j'ai pensé en un instant, faisant Evelyne, je suis curieux, lorsque le roi donne une pension à vie, mettons, avec gagnante à vie, mettons, à Jeanne, est-ce qu'elle, ça fait d'elle une noble instantanément, ou ça fait juste comme que t'es une... Pas du côté de la France. Okay. En France, en particulier, ce qui donne naissance à la Révolution française, c'est surtout ça le problème, c'est que même si tu as beaucoup d'argent, mettons que tu as fait fortune comme marchand dans les colonies, etc., tu peux jamais acheter de terre, être propriétaire terrien, tu peux pas acheter de titre de noblesse. Alors qu'en Angleterre, pourquoi ils n'ont pas la Révolution en 1789? Ils l'ont eu un siècle avant avec la Glorieuse Révolution. C'est qu'ils ont réalisé que les gens avaient le droit de faire de l'avancement social. Donc, si tu as les moyens, tu as le droit de t'acheter un titre de duc ou de baron, si tu en as les moyens financiers d'avoir des terres. Ça a évité beaucoup de problèmes à l'Angleterre au 18e siècle. La France, elle, était tellement rigide là-dessus que non, ça aurait été impossible pour une roturière comme elle de pouvoir être considérée comme une noble. Elle n'aurait pas pu avoir de titre. Mais on reconnaissait par contre son travail en la finançant. C'est du mécénat, comme jadis on avait financé Léonard de Vinci. C'est une subvention, mettons, comme on peut dire ici. Puis c'est jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'à la fin de la vie du roi qui a donné? De sa vie à elle. Donc, même si Louis XVI a été guillotiné, elle a survécu bien après. Elle a continué à avoir sa pension jusqu'à la fin. C'est sûr que t'es comme
comme, je vais prendre cet argent que me donne par la royauté, mais si, ça me fait du trouble. Parce que, tu sais, les révolutionnaires, dans un contexte comme ça, tu sais, je veux dire, avaient d'autres chefs fouettés que d'annuler certaines redevances. De ce qu'on en sait, elle a gardé sa redevance. En même temps, il me semble que pendant un bout, il était assez, on tire sur tout, là. Oui, mais t'es pas noble. Ah oui, c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça. T'es pas dans ce contexte. À quel point elle devait être contente, hein? Ça a dû faire de la peine pendant un bout de pas être devenue noble, puis après, elle a dû faire, tu sais quoi? Pense-moi donc correct. ben chill. Pas besoin d'être noble. Elle était pas menaçante non plus, tu sais, t'es rendue comme, pour l'époque, une dame âgée qui avait rendu ses services. Ils ont quand même De tué 38 ans, là, genre une vieille madame. Ah, mais pour Ils la ont quand même noblesse, tué des vieilles personnes. Ça jouait au qui soccer faisaient avec plus la rien. tête du cardinal Richelieu. C'est pour ça qu'on a juste la moitié de sa tête. Hey, ça, les trois mousquetaires, il aurait dû mettre ça dedans. Ouais. Genre, ouais. ça, c'est le bloopers à la fin, genre de comme. À chaque fois que t'es choqué en écoutant le cardinal Richelieu, t'es comme oh! Ben, sache qu'éventuellement, il perd la moitié de sa tête. Oui, quand les révolutionnaires ont décidé d'aller vider les tombeaux des rois de France du côté de Saint-Denis, ben, ils ont sorti le corps de... Parce On qu'ils a sont- vraiment le témoignage. Ils sortent Louis XIV, quand ils sont tombés sur son corps parfaitement embaumé, on a même le texte écrit, ils ont eu vraiment peur, là. Mais ils se sont dépêchés à tout le débourrer, puis à y mettre de la chaux, puis à le pitcher dans la fosse commune, parce qu'ils se ressemblaient tellement qu'ils ont comme fait « Oh, c'est Louis XIV ». Mais avec le cardinal Richelieu, ben, les enfants jouaient au soccer avec sa tête dans les rues, et à un moment donné, il en restait juste la moitié. Ça a été récupéré, donc on peut voir des photos de ça où on a la moitié de la tête du On embaumé regarde la du moitié. cardinal de Richelieu. Pour bragging rights. Ouais, On regarde la moitié au moins. Mais ces enfants-là, là, ils sont fuckés, là. Genre, pour le reste de leur vie, l'humanité, genre, de jouer avec un ballon de tête de quelqu'un, genre. C'est une autre époque. Oui, c'est mon fuck, en effet. Ils ont Mais pas tu sais, l'air comme, d'avoir tu sais, genre, quand tu kicks ton ballon, puis t'avais comme, fuck, mon ballon m'a mordu, là. Genre, ça fait des problèmes. Il y a plein de gens qui sont comme hey, moi, mon fils va jamais jouer au football à cause des commotions. C'est le soccer. Mais là, hein? Le sport des meurtriers. Oui. Mais il Quoi était que- mort, de toute façon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas grave. C'était une mauvaise Ah, personne, ouais. oui. Il était tellement causé de troubles à Imagine comment ça te fait des belles anecdotes en vieillissant. Moi, j'ai joué Oui. au soccer avec la tête du cardinal Ouais. Richelieu. Tu sais, tu peux pas battre ça, en fait, Non, comme anecdote. effectivement. Je criais dans son œil, puis mon pied est resté coincé dedans. Puis comme, hop, t'avais écrit un frette, t'arrives pas à le défaire. J'avoue que, ouais, c'est. Mais t'as même un bout de sa barbichette qui avait été préservé. Ok. Là. C'est fabuleux. Ouais, vous irez voir Tête du cardinal Richelieu. Googlez Absolument, absolument. Puis en passant, juste si vous googlez ça, ça se peut que la GRC vous mette dans une liste spéciale. ça. Ça m'est pas arrivé. En tout cas, moi, Ouais. je cherche souvent des têtes pour mes cours. La tête du général Montcalm, parce qu'on a eu son crâne pendant longtemps chez les Ursulines. Moi, je tape souvent ce genre Mais il de n'y a choses. pas le voyons, si Rasputin, son pénis, c'est vrai qu'il est conservé dans une formole, genre dans un Mais est-ce musée? vraiment le sien? C'est ça, ok, c'est ça. C'est Ben, un petit peu difficile. C'est la plus grande machine d'amour de la Russie. C'est comme selon ce que, Comme la Bonnie, chanson. ce que Bonnie M nous a chanté, mais qui sait ce qui en reste. Moi, en ce qui me concerne, il va toujours être un ennemi de Hellboy. Fait que. Qui meurt. Ah, dans la comique de Hellboy, là, Hellboy il se battait contre Rasputin. Il essayait de. Contre Rasputin. Ah oui, contre Rasputin, il était encore vivant. Fallait C'est qu'Hellboy vrai. le mette à terre, fallait qu'Hellboy le couche. C'était merveilleux. C'est 100% vrai, Evelyne, Parce que t'as lui, jamais appris lui, il ça? a une mort vraiment violente. Ben, apparemment, il y en a eu plusieurs. Hein. Le Ouais. monde se sont essayés en esti avec lui. c'est vrai, ça Mais avec qui les l'épisode shots? final, là, il était Mais pas tuable. Il s'est fait tirer dessus, puis ils l'ont pitché dans la rivière, Ouais. et il est ressorti. Ben, en fait, quand ils ont Il a- ressorti le corps, il respirait encore. Pas tuable? Ouais, On dirait comme Jason ou genre Freddy, tu sais, dans le film, il meurt 8 fois, puis Puis il il est tombe en ressorti avec un masque de hockey. Ouais. C'était tout un personnage, mais c'est ça. Ouais, sa mort, de ce qu'on en sait, là, ils ont essayé de l'empoisonner. Finalement, ça marche pas. Ils vont y tirer dessus. Finalement, ils vont essayer de le noyer. Quand ils sortent le corps, il respire encore. Fait que là, finalement, de ce qu'on en comprend, ils vont l'étouffer puis ils vont régler ça comme ça. Là. Fait que c'est Un moment donné. c'est tout un peu. C'est que je peux comprendre que c'est dans un film de super-héros finalement parce qu'il est pas tuable. Voilà. Fait que, ça fonctionne. Parlant de monde pas tuable, je me souviens quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi il y avait comme début d'Internet, là, tu sais, par exemple, il y a des pages weird qui pop-up, puis à travers ça, il y a des répertoires de genre. De torture païenne, des choses de la même, genre, comme, tu sais, comme de mettre du monde au. Pas seulement au pilori, mais des choses de la même vraiment La weird. roue. La roue, tout ça. Est-ce que c'est des choses. Tu sais, on a vu des illustrations, mais est-ce que ce sont des vraies choses qui sont passées ou c'est genre des. Ah, les tortures, ben oui. Ouais. Je veux dire, on a inventé tellement de choses pour. Ben, t'as la torture pour faire parler, ça c'est une chose. Mais celle qui sert à t'humilier dans la mort pour montrer que tu as vraiment fait quelque chose de grave, puis on veut que tu souffres autant que la souffrance que tu as fait aux autres, là, ça, c'était probablement dans les pires. Fait que ça, c'est de la torture pour
tuer, tandis qu'il y a des tortures qui sont pour faire parler. Comme mettons dans l'affaire là, d'écarter quelqu'un avec des chevaux, là, puis là, il est attaché. Là. C'est une affaire qui n'arrive pas la vraie ou c'est juste comme. Non. Écoute, non. William Wallace, si vous avez vu le film Braveheart, même si Braveheart n'était pas le vrai surnom de William Wallace, c'était plutôt celui de Robert de Bruce, là, qui va devenir roi d'Écosse après. Là. C'est vraiment arrivé. Là, ils vont l'éviscérer vivant, ils vont l'écarteler, ils vont y enlever les organes pendant qu'il est en vie, puis après ça, c'est vraiment quelque chose. Ils vont Moi, je capote quand je me fais un paper cut. Ils vont l'écorcher vif, puis ils vont mettre sa tête sur un piquet au bout d'un pont, là, je veux dire, à Londres, pour que les gens voient, voilà, tournez-vous contre l'Angleterre, puis voilà ce qui va arriver. Là. C'est comme on mettait les corps des pirates dans des gibets pour qu'ils décomposent, pour que les gens passent ça s'appelle un Iron Maiden, je pense en anglais. Ça, oui. Gibet en français, comme la Corriveau, qui a donné tant de légendes au-dessus du chemin du roi à Lévis, c'est ça le principe. Dans le fond, c'est de faire peur pour que les gens se disent « Arc, si on me pogne, c'est ça qui m'attend. » Ça m'intéresse pas nécessairement. Fait que, ces tortures-là étaient faites pour ça. Même chose, le supplice de la roue, c'est que c'est un criminel, mettons, qui a tué, qui a fait des meurtres. On le fait aussi en Nouvelle-France. Sachez qu'on a fait ça ici. Je veux dire, on t'attache sur une grosse roue en bois, là, une immense roue en bois. Fait qu'on t'attache les bras, dans le fond. En étoile. Voilà, en étoile. Puis là, avec des bâtons, on te brise tous les os du corps jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est la roue d'Infortune. Ouais. C'est l'inverse de Yves Corbeil. Mais c'est ça qui a inspiré le jeu télévisé, en fait. En effet, Ouais, Mais on a fait ça même ici, là. C'est ça. On a tué des gens comme ça. On a condamné des gens à mort en Nouvelle-France. Ceux qui inventaient, ils étaient débiles. Je veux dire, à quel point t'es tordu pour trouver des. Je pense que c'est quand que tu joues le matin avec une tête de quelqu'un, ça se peut qu'elle soit insensibilisée. Mais c'était vraiment avant. Mais regarde, elle a parlé comme Evelyne a parlé d'ingénieurs comme qui travaillaient pour la couronne, mais tu sais, je pense qu'il y a toujours eu des gens avec des tempéraments d'ingénieurs, mais probablement qu'il n'y avait pas toujours la chance d'inventer un moteur à vapeur. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, man, tu veux-tu faire comme. Un petit coup d'argent rapide. D'argent rapide, mais regarde, lui, on l'aimerait. C'est un ennemi de l'État. On l'aime vraiment pas, puis il faut qu'il y ait une mort mémorable que le monde va vraiment comme passer 2 fois. Là. Mais tu vois, il n'y avait pas d'Internet avant, il n'y avait pas de cinéma, pas de façon de se distraire, hein? Fait que les gens avaient le temps de penser. Je pense qu'Internet nous sauve, en fait. On a pensé des manières de torture. Moi, je pense que... Demande ça aux Russes. On va y revenir. Tu sais, genre, à ça, on parle vraiment comme à quel point Internet rend les gens individuels. On se rend compte plus, on n'a plus assez d'événements. Puis c'est pour ça qu'il faudrait ramener les tortures publiques, comme ça rassure tout le monde. Puis tout le monde avertit, arrêtez de voler des pommes au marché. Mais c'était des shows. Non, mais c'était vraiment des shows, là. Tout le monde y allait. Tout le monde Oui, la roue, c'était pas nécessairement destiné à être public parce que là, tu voulais pas qu'un enfant voit quand même un homme mourir de cette façon-là. Il y avait quand même certaines tortures qui étaient moins publiques. La pendaison, oui, parce que c'était pas trop dégueulasse, là, à part s'ils se vident par en bas. Bon, ça, les gens étaient habitués à ça. Mais bon, la roue peut-être un petit peu moins dans un contexte comme ça. Mais le pilori pour les enfants, ça existait. Là. Ça veut dire que, mettons, un enfant qui vole des pommes ou qui arrête pas de faire des vols, on va lui clouer l'oreille à un poteau publiquement. Puis quand il est prêt, ben il déchire son oreille puis il s'en va. Fucking barnac. Pour de vrai, là. Genre... Aujourd'hui, là, nos enfants qui sont si surprotégés, là. Ouais. À l'époque, quand tu étais un petit vilain qui volait tout le temps du pain, des pommes, puis qu'on te coinçait, pour que tu t'en rappelles la vie, on te clouait l'oreille contre le pilori, contre un poteau. Puis quand t'es prêt, go! Ça veut dire que, tu sais, vu qu'Aladin avait des lobes intacts, ça veut dire qu'il était vraiment un bon voleur. Ouais, c'est ça. Vraiment bon. T'es au Moyen-Orient, t'es pas dans la même zone. Eux autres, c'était plus grave que ça, ils te chopent la main. Mais bourreau, en tant que tel, c'était un travail. Puis il y avait vraiment une hiérarchie de tout ça. Et puis il y avait Ben, pas en Nouvelle-France, mais il y avait le bourreau du Canada. C'est comme ça qu'on l'appelait, le bourreau du Canada. D'ailleurs, si vous allez... Maintenant, le centre d'interprétation est fermé, mais... souvent, il logeait à Place Royale à Québec, au début de la Nouvelle-France. Mais c'est sûr que c'était quelqu'un, souvent, qui avait commis des crimes puis qui se repentait comme ça, parce que pour un chrétien, tuer, c'est l'enfer. Fait que ça prend quelqu'un qui est déjà condamné. Exactement. Donc, c'est souvent des gens qui avaient commis des crimes puis qui, pour se racheter en partie du moins, acceptaient donc la job salace d'être celui qui met à mort les gens. Donc, la plupart du monde normal ne voulait pas cette job-là parce que tu es allé à l'encontre des normes de l'Église, donc tu allé en enfer. Donc, c'était souvent d'anciens criminels, en fait, qui acceptaient pour sauver leur vie d'être bourreaux. Mais il y avait... Moi, j'ai lu Michel Folco qui a écrit un excellent roman qui s'appelle « Dieu et nous seuls pouvons », qui était la devise des bourreaux en France, si je ne me trompe pas. Justement parce qu'eux, il y avait la permission, puis c'était pas un crime de tuer versus tous les autres. Puis est-ce que c'est vrai qu'ils devaient tout le temps être habillés en rouge pour s'identifier
tu sais, clairement on est différents, c'est nous le bourreau, puis qui habitaient à l'extérieur des villes. Ah, ben puis, ça, tout ça, même ceux qui faisaient la momification, les gens qui ont un lien avec la mort, souvent ont tendance à pas habiter dans les lieux des vivants. Ça, c'est une tradition qui remonte pas juste à l'Europe, là, c'est quand même très ancien. Vêtements rouges pour une époque précise, oui, mais vois-tu, souvent, le Bureau du Canada est en noir, de ce qu'on en sait. Tu sais, c'est pas... Je pense que ça a été la norme pendant une très, très longue période de temps. Mais c'est sûr que il y avait les condamnations à mort, même si, bon, il y a des tortures qui sont vraiment dégueulasses, le bourreau, la plupart du temps, soit il pend pour les gens du peuple, donc les gens normaux vont être pendus. Les gens qui ont servi par l'épée, donc la noblesse, que ce soit en Angleterre ou en France, sont décapités, donc meurent par l'épée. On considère que c'est une mort qui est plus rapide, moins souffrante que la pendaison, parce que tu es pendu comme un porc, littéralement. Et c'est là, en fait, qu'arrive M. Guillotin, qui va inventer la guillotine, Joseph Guillotin, parce que à un moment donné, on a réalisé que mourir par l'épée était finalement pas si facile que ça, parce que le bourreau pouvait manquer son coup 2-3 fois. Fait que là, l'épée reste pris là, la personne shake, elle est encore en vie, le sang pisse de partout, les gens voient ça et c'est pas mal plus dégueulasse que de juste voir une tête rouler. Des fois, ils se reprennent une deuxième fois, mais là, mon swing n'était pas du bon côté, fait que je suis arrivé plus haut, mais mon épée... C'est comme du golf, oui. Faut qu'il enlève l'épée de là 2 fois. Fait que là, c'est un peu la réflexion avant la Révolution française de trouver une façon de décapiter par l'épée sans que ça se fasse d'une seule fois. Qu'est-ce qui arrivait si... C'est ça que M. Guillotin arrive avec cette... C'est comme au baseball, après 3 shots, il est éliminé puis il change de bourreau. Mais imagine la personne qui se fait comme trancher le cou puis qui se fait manquer genre 2 fois, là. Quelqu'un il est comme, vous me tuer, genre, ça finit. Je passe vraiment de mauvaise journée en ce moment. Ton karma était vraiment mauvais. Ça va pas très bien. Mais imagine aussi le bourreau, tu sais, en plus, publiquement, le monde voit ça, faut qu'il essaie de retirer ça de là, c'est pogné entre les vertèbres, tu sais, puis là, ça pisse le sang. Mais c'était pas joyeux. Donc, c'est ce qui explique que M. Guillotin, quand il a présenté cette invention-là, on s'est dit, ben voilà, on va remplacer, en fait, l'épée par la guillotine. Puis c'est comme un hasard que Louis XVI, va y finir avec Marie-Antoinette, là. Et sous la terreur, on va l'utiliser. À bon escient. Ouais. Énormément. Oui, déjà, dans mon sondage Instagram, quelqu'un a répondu le gars qui a guillotiné du monde. Puis je me souviens avoir fait comme le gars, comme ça, tout le monde guillotinait tout le monde dans cette époque-là, on dirait, genre, comme oui, mais c'est sûr que ça reste les bourreaux qui actionnaient la guillotine, mais les condamnations à mort, disons qu'à l'époque de la Révolution... c'est pas mal lousse. C'est ça. On se débarrassait de ses ennemis très, très facilement, comme on l'avait fait, en fait, auparavant avec la sorcellerie. C'était ça, l'idée. Mais... on s'est vengé de combien de femmes... Souvent, d'autres femmes se sont vengées de femmes ennemies parce qu'on les suspectait de coucher avec leur mari en les accusant de sorcellerie. Tu sais, c'est... Mais c'était assez lousse, ça aussi, la sorcellerie. Là. Je t'ai entendu compter sorcière. Ouais. C'était parti. Là. Si tu me dis que t'es pas sorcière, regarde, on fait un test. On t'attache à une chaise, on t'envoie dans l'eau. Puis si t'es une sorcière, tu couleras pas. Puis si t'en étais pas une, ben tout bad, t'es morte. Mais au moins, on aura lavé ton honneur. Tu sais, t'auras survécu. Fait que tu mourrais anyway. Là. Ça, c'était quand même vraiment violent. Ouais. Non, mais l'affaire que je retiens dans le thème, c'est à quel point que... C'est parce que, tu sais, le gars, son famille, Guillotin, c'était vraiment le nom parfait pour ça, parce que, tu sais, premièrement, la guillotine, on l'associe à l'objet, mais il y avait tellement un nom de famille évocateur que c'était parfait pour nommer ce qu'il a inventé. Imagine là, que son famille, c'était Pinchot. Ouais. Fait que là, maintenant, on se ferait pinchonner. Puis on n'aurait peut-être pas donné son nom à l'invention aussi. Mais je trouve que guillotine, c'est mignon comme mot. Genre, ça a l'air comme d'être une pâtisserie, genre, t'as comme des chocolatines, des guillotines. C'est vrai que ça sonne délicieux. Ouais. On dirait, moi, j'imagine quelque chose qui, justement, je suis incapable de voir ça comme délicieux, mais oui. Qui coupe des petits gâteaux, des petits légumes. Une guillotine, ça coupe des carottes, oui, quelque chose qui coupe des coupe cigares, là, un peu comme ça. Mais tu sais, on est tous dans le monde du coupage à faire. Là, c'est vrai. C'était dans Robin des Bois et Rouen Collant que pour circoncire, il y avait le guillotine. Parce que je t'en parle, j'ai comme l'image. J'ai vraiment l'image dans ma tête. Carrie L. West a porté le collant versus Kevin Costner à l'époque. Alors, puis il a osé avoir un accent. Y avait-tu un accent british? Parce que Kevin Costner, ça s'est disparu en motadine. En plus, cet acteur-là qui faisait... Tristement, il a fait quelques bons films quand même. Moi, il danse avec Lilou, c'est dans les... Non, mais je veux dire, c'est comme... Quand t'écoutes Robin Hood, Prince of Thieves, son accent british, comme un moment donné, disparaît. Là, il a comme abandonné. Ça, c'est parce que tu l'as réécouté en anglais. Parce que nous, on a été élevés jeunes à l'écouter, traduit en français, où tout ça n'existe pas. Je tiens à dire, mon anecdote préférée au sujet de ce film-là, c'est un de mes amis, Stéphane, qui, lui, à un moment donné, il avait loué ou acheté ce film-là au début des DVD, quand des fois, c'était à 2 côtés.
Puis, partie 1, partie 2. Partie 1, partie 2. Fait que là, lui, quand il l'a acheté, il l'a écouté en étant toute sa partie 2, mais il le savait pas. Puis la partie 2 commence avec le shérif de Nottingham, de Alan Rickman, qui est merveilleux, là, mais il est fou avec la sorcière. Puis là, la scène d'après, c'est Marianne dans le bois, puis elle arrive dans il est dans la chute avec on voit ses fesses. Puis là, lui, il est comme, allez, la première fois qu'on voit Robin des Bois, il est tout nu. C'est bien cool, tu sais, c'est vraiment différent de toutes les versions. Il est dans une prison, puis il pisse le sang. Ouais, je sais, mais lui, il dit comme, c'est la meilleure version de Robin des Bois. J'avoue que la scène de la chute, en plus, ça a marqué un petit peu. C'est comme les fesses de Mel Gibson dans Lethal Weapon, tu sais. Oui, ben ça aussi, je me rappelle parce que moi, je me rappelle que j'étais en 6e année quand c'est sorti en vidéo. Robin des Bois? Robin des Bois, oui, Prince of Thieves. Puis l'affaire à cette époque-là, dans l'ancien temps, les amis... un historien ici, il y a 2 historiens. Les singles musicaux étaient très importants pour propager. Bryan Adams, mesdames et messieurs, avec le vidéoclip qui venait avec. Oui, c'était tellement beau. C'est la première chose que j'ai joué à la guitare au secondaire. Ben, tu sais, ça, c'était à cette heure, on partage des trailers sur les médias sociaux, mais dans ce temps-là, le vrai trailer, c'était un vidéo, justement, d'une bonne tune comme ça qui se propageait. Puis, je me rappelle qu'il y avait un de mes amis, sa grande sœur, qui était super cute. Elle adorait cette tune-là, elle avait tellement hâte de voir ce film-là. Tout le monde voulait voir ce film-là. Ma mère, elle adorait Kevin Costner, elle avait hâte de voir ce film-là. Je me rappelle que j'ai été comme le louer, comme le premier vendredi. On l'a écouté chez nous. Puis après, j'ai été chez mon ami et elle avait sa grande sœur avec toutes ses amies qui étaient toutes vraiment cute. T'as 12 ans, puis là, des femmes de 16 ans, c'est des Amazones pour toi. Fait que là, t'amènes la vidéo pour l'écouter pour t'écouter ensemble. C'est moi qui ai amené la vidéo. Je mérite. J'aime pas ça dire que j'étais le héros, mais si d'autres veulent me donner cette étiquette, je vais la prendre. Mais le vidéoclip était quand même assez hot. Bryan Adams, à cette époque-là, avait aussi fait le moins bon film des Trois Mousquetaires. Avec All for Love, ou est-ce que t'as même Rod Stewart qui chante? Oui, ça, je pense que c'était en plus. Il y avait un troisième chanteur, parce que je pense que c'est comme les trois. Ouais, c'est qui le troisième? Je me rappelle pas. Mais ça, c'était le film des Trois Mousquetaires avec Charlie Sheen, était dedans, Kiefer Sutherland et Oliver Platt. Puis je pense que c'était Chris O'Donnell qui était d'Artagnan. Oui, c'est Chris O'Donnell qui était d'Artagnan. Puis c'est. Robin. Là, c'est le nom de l'acteur. Je l'oublie, qui faisait le cardinal de Richelieu, mais il a tellement fait des choses hot dans la vie, mais il a souvent fait des méchants. C'est quel autre acteur? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On peut le trouver, on va le solutionner direct là pendant que le monde. Il avait fait The Worst Witch. Ça, c'est pas dans mes compétences, malheureusement. Écoute, je pense. Attends une seconde. Là. On va prendre la pause. C'est un signe, il faut qu'on prenne une pause. On va revenir après les informations. Je cherche son nom légalement pour... Nick a cherché son nom légalement pour Yannick IMDB Belzile. Puis on revient après. Fait que oui, les auditeurs qui ont pas été cherchés durant la pause, on parlait de Tim Curry, qui est Monsieur vraiment Clou. Monsieur Clou, oui! Majordome Home Alone 2. Monsieur Gadsworth dans Clou, je pense. C'est le personnage qui est pas un personnage de Clou dans le film. Tu sais que ma mère m'a trouvé le jeu original avec les personnages du film, le jeu de société, avec où est-ce que les armes sont en métal et non pas en plastique cheap. Elle l'a trouvé vintage, mais encore en super bonne état. Ma copine s'est récemment acheté une version de Clou 3D où que la maison est comme un peu en 3 dimensions, des affaires comme ça. On l'a pas encore sorti. Oui, ça a sorti il y a une couple d'années, par exemple, mais on va sans doute jouer pendant les fêtes. Moi, j'ai déjà joué à Clou Simpson. C'était correct. Non. Yannick, t'as dit un mot qui m'intéressait en première partie avant la fin. T'as dit le mot Amazon. Oui. Je voulais savoir, justement, comme, tu sais, genre, on a les Amazoniennes dans notre image, genre des guerrières, comme, tout ça, comme, c'est à pas mélanger avec les filles qui travaillent au bar des Amazones, qui sont des filles qui aiment pas savoir du linge, mettons. Il y a un bar qui s'appelle les Amazones. Ouais. Puis, bref. Parle des Amazones, ces femmes-là. Est-ce que ça existait pour de vrai? Ben, ou genre... oui et non. Couper un sein Non. pour être plus mobile. Ça, c'est pas pour les Grecs qui vont trouver une raison d'expliquer pourquoi il y avait des femmes guerrières qui étaient capables de tirer des flèches mieux qu'eux. Parce qu'il existe... Ben oui, sinon, tu sais, je veux dire, il y a de quoi... Surtout moi, tu sais, il y a de quoi dans il y a un peu de quoi dans les jambes, là. Fait que l'idée, c'était qu'ils s'en coupaient un pour que ce soit plus facile de tirer parce qu'elles étaient très bonnes. C'est que les Grecs, à un moment donné, ils vont dépasser la mer Égée pour faire des colonies et ils vont s'en aller du côté vers les steppes de Russie. Là, on s'en va vers la mer Noire, les Balkans, etc. Et vous avez une population qui était à cheval. C'est des populations semi-nomades qu'on appelle les Scythes. S-C-Y-T-H-E-S. Le British Museum a fait
il y a 2 ans, une exposition absolument à se jeter par terre sur eux. Et effectivement, les femmes chez cette population-là étaient des guerrières comme les hommes. Donc, tous les tombeaux qu'on a trouvés, les femmes étaient inhumées avec leurs armes, leurs boucliers, vêtements de cuir. En fait, les Grecs commerçaient avec ces gens-là essentiellement pour le cuir, parce qu'ils étaient excellents pour le travail du cuir. Et c'est un peu ce qui a donné la légende des Amazones et qui a donné l'idée que comment une femme peut me battre avec des arcs et des flèches, moi qui étais un hoplite. Puis 2 tâtons, franchement. C'est On ça. en enlever un, ça n'en peut pas. Ben, les Grecs vont être un peu misogynes dans beaucoup de choses. Je veux dire, la boîte de Pandore, c'est comme Adam et Ève. Là, je veux dire, c'est une façon C'est encore de la dire, faute d'une femme. tous les maux de l'humanité, c'est les femmes. Là. C'est un peu aussi le même principe. Mais ces femmes-là, qui s'appelaient pas des Amazones, mais qui étaient des guerrières scythes, ont vraiment existé, par contre. Puis tu savais où le mot c'est pas dans l'Amazonie comme c'est-tu genre Non, ben eux autres, c'est qu'ils ont fait des références avec leur univers mythologique. C'est un peu comme ça que c'est né. Puis donc, tu vas voir des Amazones dans les mythes grecs, en fait. Mais c'est pas une affaire de comme les femmes que là, s'il y avait un enfant Mais Wonder Woman homme, n'est pas supposée être ça. C'est d'ailleurs, une dans le Amazon, film. oui. c'est ça, Elle vient de Paradise Island. Je me suis cogné la tête un peu quand j'ai vu le film, là, quand ce bout. Ouais, Oh, il y en regarde. a en plus, il y a des bouts de guerre dans Wonder Woman que t'as vraiment aimé. Ouais. Je me souviens, je pense sais plus si on l'a vu ensemble, mais Il est pas dans sa tête. tu m'as parlé comme que quand Wonder Woman, à un moment donné, elle sort la tranchée, puis là, comme à. Ouais, au milieu du film. Ouais, ça, c'est vraiment écœurant. C'est Ça, ça. je suis en train de pleurer en l'écoutant. Ouais, c'est ça. C'est Je vais pas te mettre sur le spot de comme. Pas quand t'as pleuré, mais Evelyne, je suis curieux de savoir, est-ce que. Voir genre, ce film-là, l'as-tu vu? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé de la guerre de cette époque-là? Bah, Wonder Woman? Ouais. Tu me fucking niaises. Non, sérieusement. Non, c'est ma réaction. Ouais, okay. Parce qu'il y a des soldats là-dedans, il y a un chanteur. Il y a des femmes qui se battent, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est un imaginaire de femmes qui se battent dans un univers imaginaire, là. Je me suis pas sentie très interpellée par leur façon de se battre dans Wonder woman. Non, j'ai été déçue, moi, de ce film un peu. Moi, une affaire que je suis curieux, par exemple, que tu parles de cette de ce groupe-là, de cette tribu-là où il y avait des femmes guerrières, c'est est-ce que tu sais ou tu peux nous dire comment que ces sociétés-là, de cette époque-là, se sont développées de façon à ce que, pour eux autres, la femme est aussi une guerrière, puis elle semble être sur le même pied d'égalité des hommes. Mais quand t'es nomade, semi-nomade, c'est la même chose chez les Autochtones, en fait, en Amérique du Nord. Les femmes avaient un rôle aussi important que les hommes dans la société parce qu'on déterminait qui faisait quoi selon tes talents. Et nourrir, s'occuper des enfants ou chasser, c'est tout aussi important pour la survie d'une communauté qui est nomade ou semi-nomade. C'est là le principe. En fait, c'est l'idée que si tu te déplaces tout le temps pour des questions de survie, pour aller chercher ta nourriture, pour chasser, etc., si la femme est bonne pour décocher une flèche puis tirer un animal plus vite qu'un homme, tu n'iras pas rejeter cette personne-là alors qu'elle peut être efficace puis t'assurer que tu as un banquet le soir. Là. C'est qu'une question d'efficacité, dans le fond. Ben, c'est qu'on ne voit pas le sexe comme étant une barrière à quoi que ce soit. Il va selon les talents. Puis il faut quand même dire que nos populations autochtones, ici, avant l'arrivée des Européens, il y en avait beaucoup qui fonctionnaient comme ça. Je parle pas nécessairement là, de toujours l'idée des Iroquois et du matriarcat. C'est une forme, mais c'est l'idée que souvent, on allait déterminer que les gens allaient avoir un rôle dans la société en fonction de leur talent. On respectait c'était quoi tes forces et tes faiblesses. Mais dans coudre des vêtements, savoir dépecer un animal à grande vitesse, être capable de chasser ou être bon en agriculture ou en cuisine quand tu es dans un mode de survie, tout ça a la même importance. Fait qu'il y a un homme qui est bon pour coudre, ben tant mieux, va coudre. Genre oui, mais il y a le ça aussi, c'est que pendant longtemps, les hommes savaient au moins tricoter parce que, je veux dire, ta femme meurt en couche, là. Puis il faut que, tu sais, avant que tu t'en trouves une autre, mettons, il faut que tu reprises des bas, il fait froid ou quoi que ce soit. Beaucoup d'hommes, en fait, surtout les militants dans les troupes écossaises, n'importe où, qui savaient comment tricoter. Parce que c'était un savoir même d'urgence, des fois, quand tu étais pogné sur un champ de bataille, c'était humide, etc., si tu as un trou dans ton bas ou tu veux faire une patch ou quoi que ce soit, d'être capable de tricoter quelque maille avec tout ce que tu as sous la main, c'est encore une fois un savoir de survie. C'est au fil du temps, quand on va vouloir vraiment déterminer le rôle de la femme, la confiner à un modèle, que là, on va dire, là, le tricot, c'est aussi féminin, mais je veux dire, pendant longtemps, c'était nécessaire. Parce que ça va être relié comme à une tâche domestique, fait que ça va aller avec le... Mais les hommes qui étaient sur les champs de bataille, tu sais, je veux dire, même pendant la Première Guerre mondiale, on en a des photos d'hommes qui tricotaient dans les tranchées, parce que oui, j'ai besoin de bas, j'ai les pieds mouillés, même si on leur en envoyait, ils n'y arrivaient pas tout de suite. C'est un savoir important. À toutes les femmes et les hommes qui tricotent, des bas, c'est fucking badass pareil, genre de comme, je suis en guerre, il y a du monde qui me tire dessus, il va me faire des bas, tabarnak, j'ai besoin d'avoir
avoir que des si pieds j'ai au froid aux pieds, je vais Ouais. attraper un virus puis je Exactement. serai plus fonctionnel. Mais c'est badass en tabarnak, je trouve, de faire. Protéger tes pieds, Ouais. c'est la base. Tu prends comme un très long fil ou 2 très longs fils, puis ça devient un objet qui te sert à te protéger comme une armure. Voilà. Envers, c'est fucking hot, là. Fait que, tu sais, c'est ça, les rôles comme ça, surtout dans des sociétés qui bougent ou qui sont vraiment en mode économie de survie, tu n'iras pas cracher sur le talent d'une femme parce que c'est une femme. Ça va venir avec l'idée quand on va déterminer comme... Puis il y a un facteur religieux qui arrive là-dedans aussi, quelle est la place de telle personne dans une société, etc. Pas quand on veut la contrôler, parce qu'elle est sédentaire puis qu'elle reste au même endroit, là, c'est plus facile d'établir ça. Mais quand tu bouges tout le temps, oublie ça. Hein? Fait que les femmes étaient autant capables de monter un campement que de tuer des bêtes si nécessaire pour pouvoir nourrir leur famille. Là. Puis ça, là, c'est bien pratique une fille qui sait monter une tente à camping, là. Ça aide les affaires. Mais maintenant, t'as plus besoin de rien, t'as sorti du sac, t'as lance, Ouais. puis elle se monte tout seul. Exactement. Moi, je fais pas de camping, je vis dans le fin fond des bois. Moi, je sors dehors, je me fais un feu. C'est ça. Est-ce que dans le fond, comme. Mettons, avec la vie sédentaire, comme le patriarcat, c'est un luxe, en guillemets, vu que c'est comme. On est installé, on n'a pas besoin, en guillemets, qu'un grand B, que la femme sorte de la maison pour faire des affaires. C'est plus un contrôle religieux. Ok. Tu sais, cette idée que tu sais, si les femmes ont trop de pouvoir, ben on n'aura pas la société telle que nous, les hommes, on la conçoit. C'est un peu ça aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore comme ça aujourd'hui. Là. Oh mon Dieu! Ouais, c'est encore. Monte ton t-shirt, ton coton Ouais. ouaté, là. Hein, clairement. Ça fait partie de la réalité. Puis je veux dire, même si le phénomène a pas mal toujours existé dans les sociétés occidentales, c'était pas vrai par contre du côté de l'Orient où il y avait quand même pas mal de femmes qui participaient à la guerre, qui ont, en Inde en particulier, tu avais quand même pas mal de femmes qui savaient se battre, qui savaient se défendre. Pensez aux femmes samouraïs. Chez les Japonais, on déterminait pas que parce que c'était une femme, elle était moins bonne au combat. Au contraire. Tu m'apprends l'existence de ça parce que c'est pas une image qui existe dans la culture populaire qui est où ce que je ramasse toutes les affaires. Déjà 3, Yannick, T'as qui a pas jamais ça. vu Mulan? Ouais. Mulan, c'est des personnages chinois, par exemple. C'est pas des samouraïs. Mais t'as jamais vu la série Shogun, ça veut dire. Je n'ai jamais vu Shogun avec l'acteur qui faisait Les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, Richard Chamberlain. Mon Dieu, vous êtes comme le meilleur duo au Mais monde. on a le même âge. Allez, Je The pense Quiz qu'on- Night, je pense qu'on a été élu avec une télévision, Yannick et moi, quand on était Oui. jeunes. Je suspecte qu'on a été... Mais un moment donné, un soir, si t'es à Montréal un soir, Oui. on se trouvera une soirée de quiz, on se ramassera un crew, puis on ira mon torcher ça. Dieu. OK. Ça, c'est triché, Yannick, ça. Oui, absolument. On ira humilier quiconque sont les Ouais, c'est ça. champions Genre- de ce bar-là. Tu sais, comme, il y a des gens qui connaissent tellement bien les arts martiaux qu'il faut qu'ils se déclarent eux-mêmes comme une arme mortelle, tu sais. Je pense que. C'est la même c'est chose. la même Pour chose. ça, et main blanche. C'est ça, exactement. Fait que. Je pense que si tu as un quiz avec Evelyne, il faut que tu déclares. Vous Juste êtes vous des mains dire. blanches. Ouais. Fait que mettez-vous. Attends, c'est 4, là, mettez-vous 8. Mettez-vous 8. On a une camo Je 4. connais pas tout. Mais Shogun, dans les romans historiques, si vous devez en lire un dans votre vie, ça reste, de mon point de vue, avec les Trois Mousquetaires. Mais les Trois Mousquetaires, c'est plus le côté... c'est bien tourné, mais en termes de romans historiques où la qualité des informations est d'une qualité exceptionnelle, Shogun de Clavel, c'est probablement un des meilleurs romans à lire. Puis ayez pas peur, c'est une brique, mais ça se lit là, comme ça se peut pas. Mais c'est probablement le premier roman qui a amené les Occidentaux à réaliser que les femmes, effectivement, étaient samouraïs parce qu'il y en avait et qu'elles ne faisaient pas le seppuku de la même façon que les hommes. Parce que les samouraïs, eux, le seppuku, c'est... Ouais, c'est le ventre. On se poignarde, on monte, bon. Alors que les Pour femmes les, se- pour se- se les tranchent auditeurs la gorge. audio, je précisais, le seppuku, c'est quand que tu te suicides. Si tu envoies ton sabre à C'est ça. travers Ton corps, c'est ça. Des fortins. Oui, ouais. Fait que c'est que moi, je suis coupé, mais juste pour expliquer les contextes. Fait que là, les femmes, elles, se tranchaient la gorge. Oui, donc elles allaient s'habiller en blanc si elles devaient commettre seppuku. Mais dans quelles circonstances ils faisaient ça? Souvent parce que t'as manqué, t'as fait quelque chose qui était un crime considéré comme non honorable, c'est pour sauver ton honneur. Encore au Japon aujourd'hui, c'est une de mes amies qui me racontait ça, elle est allée au Japon, puis il y a quelqu'un qui s'est jeté devant le métro. Le métro s'est arrêté. Ben là, dans un cas comme ça, la famille de la personne qui s'est suicidée, il faut qu'elle paye à tout le monde les heures de travail qui ont manqué parce que le métro s'est arrêté. Tu sais, les codes d'honneur comme ça sont encore très... Oui, très sévère, hein? oui, c'est ça. Il y a un lien vraiment triste à faire justement au suicide. Il y a une époque où, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, où les taux de suicide vers
dans une masse de gens qui sont des jeunes professionnels qui ne réussissaient pas au Japon, ils allaient plus rapidement là que d'autres sociétés parce qu'il y a comme justement un lien d'honneur culturel qui est vraiment lié à ça. Mais c'est ça. Pour les samouraïs, généralement, c'est si tu as perdu un combat ou si tu as trahi, dans le fond, ton daimyo, là, qui est celui qui et ton gère, maître, puis, le propriétaire terrien d'un grand territoire pour lequel tu te bats. Là. Dans le fond, c'est un peu comme les chevaliers avec leur seigneur ou quelque chose comme ça. Là. Si on fait un parallèle avec le monde occidental. Mais dans certaines circonstances, ça peut être aussi une façon, si on était kidnappé ou capturé, d'échapper à une mort qui aurait été beaucoup plus cruelle ou humiliante. Donc, il y avait plusieurs circonstances là, pour commettre le seppuku chez les samouraïs. Mais il y avait beaucoup de femmes samouraïs qui se battaient aussi. Fait qu'on oublie que des fois, on pense souvent en culture occidentale. Mais quand on regarde du côté, c'est ça, de l'Inde, on a quand même des reines, des femmes aussi qui ont participé à la guerre. On vient d'ailleurs, National Geographic a sorti le 3 novembre, mais c'est sur National Geographic Channel seulement pour l'instant, il n'est pas sur YouTube, mais un documentaire qui montre la reconstitution du visage d'une viking qui est morte vers l'an 900 j'ai vu la photo. en Norvège, où le squelette portait des marques de grande violence. Puis elle était inhumée avec tous les honneurs d'un guerrier, là, les chevaux, le bouclier, les armes, etc. Puis quand ils ont étudié son squelette, ils ont vraiment réalisé qu'elle a reçu un coup d'épée, en fait, ici, mais qu'elle en est pas morte, ça l'a cicatrisé. Mais ils l'ont reconstitué comme si... ça était badass à l'époque, là. Mais ils savent pas, vu que c'est juste le squelette, exactement qu'est-ce qui l'a tué. Mais elle avait 18-19 ans. Là, mais pour tous ceux qui... Pour, mettons, celles qui survivent, pense à tous ceux qui sont morts d'une grippe. Moi, j'ai c'est ça. La varicelle, là. Non, mais... Moi, j'entends, j'ai une grosse cicatrice de guerre. J'ai accroché mon genou sur ma base de lit. Puis genre, tu sais comme à quel point que c'est fucked up, là, genre. Mais c'était une autre époque, c'était tellement... Moi, là, c'est la violence me paralyse, là. À quel point on se rend pas compte. Juste, là, mais si t'avais à défendre tes deux petits bonhommes, là... Regarde, non, voilà. mais c'est aussi tout. Mettons, moi, chez nous, là, j'ai une ruelle qui est un cul-de-sac, puis il y a des lanternes, des lampadaires, merci. Mais des fois, il éclaire pas, puis c'est noir le soir. Mais imagine juste la ville au complet, pas de lampadaires. Comme moi, on oublie tous les petits détails qu'il y avait les inventions avant. Tu sais, pourquoi le monde se couchait à 4 heures? Parce qu'à 4 heures, il n'y avait plus rien. Là. Tu pouvais plus sortir de chez vous parce que tu voyais absolument rien. Il n'y avait plus personne. Il y avait, tu sais, comme, il y a tout ça. Puis moi, la violence, ça me... mais non, mais c'est vrai, là, attaquer quelqu'un avec une épée, tu me niaises. J'ai jamais donné un coup de poing de ma vie, là. Non, mais c'est tellement... Toi, Yannick, je sais que t'es habitué, là, mais... c'est Montréal Nord, Pointe-Saint-Charles, tout ça. Il y en a qui se fait ses PQ à chaque fois qu'il perd un quiz. Il rentre juste un petit peu, genre. Parle au cinéma. Non, dans le milieu du quiz, on vit avec la honte. C'est le plus difficile. C'est quand que tu gagnes pas à time play au cinéma que tu te fais ça. Oui, c'est plus un... Tu prends une paille dans le pouce. Ouais, non, c'est plus, tu sais, on porte un A écarlate sur notre jeu, mais c'est comme pour abruti. Ça veut dire que comme tu l'as pas eu, ça veut dire que t'es un imbécile. T'as manqué un tiebreaker entre deux équipes, puis t'as mis la honte sur ton équipe, puis là, tu portes le A écarlate. C'est sérieux? Non, non, c'est pas vrai, mais... Non, mais je veux dire, je sens quand même en t'écoutant que... Qui est pas contre l'idée, mettons. Le quiz est sérieux, là. Écoute... Des rares fois que moi puis ma blonde on s'est ostiné en haussant plus le ton, c'était comme je te l'avais dit, c'était ça. C'est des affaires comme ça là. Puis pas juste moi là, elle aussi là, tu sais, back and forth. Mais là, je peux comprendre, absolument. C'est là que les passions montent à quiz, c'est incroyable. Dans le temps, il y avait du monde qui se battait en duel pour montrer leur supériorité. Ouais. Puis à cette heure, on va dans les bars pour essayer de répondre. Moi, je pense qu'on est des gladiateurs de l'intellect. Oui, c'est comme ça. On est dans l'arène de la connaissance. La connaissance du cinéma? Celui-là que j'organise, moi, c'est juste du cinéma. Okay. Mais les autres Quiz Night, habituellement... C'est comme quelques arpents de piège, genre? Oui, c'est plus général. Mais... Tu sais que mes étudiants de cégep, hier, je leur ai posé la question, il n'y en avait aucun qui savait quel était ce jeu. J'ai vraiment eu mal à... J'ai comme... À un moment donné, eu un... c'est tout de même... je pense que à ça, les jeux de société avec lesquels on a grandi... Ils ont vraiment été remplacés par les trucs plus complexes et ludiques des jeux de table qui existent maintenant. Maintenant, souvent au pub, Randolph Ludique, c'est soit un truc que tu peux sortir puis jouer immédiatement, ou c'est un truc qu'il faut que tu t'assises pour apprendre des règles fucking longtemps. Mais je comprends même pas le titre « Quelques arpents de piège ». Je veux dire, je connais le jeu, là, on se pose des questions puis on voit si t'es un abruti ou non. Non, mais en anglais, ça s'appelle Trivial Pursuit. Fait que là, t'es comme, OK, je comprends la poursuite du trivia. En français, quelques arpents... Non, ça n'a pas rapport. Puis en plus...
le fait que tu gagnes les catégories, il y a 6 catégories qui sont limitées en points de T'as tarte. une pizza, ouais, t'as une petite pizza avec des couleurs différentes. Fait C'est que- mon plat préféré, ça. Fait que c'est quoi? C'est les arpents sont les points. Tu sais, ça marche pas avec le système visuel. En tout cas, moi, ça me choque les arpents de bière. Parker Brothers, là, pour ça, on vous a sombré dans l'oubli. Mais si on t'a le jeu de doctorat. Ah, Ouais. moi, je l'ai, doctorat. En plus, Ouais, c'est c'est un un peu petit Je me rappelle jeu de mots que- avec le rat qui porte une toge. Ma soeur a eu Tu un vas jeu sans de doute aimer doctorat. ça, Pierre-Luc. Mais moi, Un j'ai- rat qui porte une toge. Mon seul souvenir de ça, c'est que dans Radio Enfer, à un moment donné, Jean-Loup veut jouer avec Vincent du journal toute la nuit avec le doctorat, puis c'est l'enfer, puis il se rappelle d'une affaire que j'ai oubliée, mais une question reliée à un nom de ville qui c'est Kampala. Puis c'est parce que la joke, c'est que le truc moins technique, c'est quelqu'un qui fait du camping à une place qui n'est pas d'allure, tu dis Kampala, genre. Mais je me sais plus c'est quoi la question, mais c'est vaguement, ça m'a marqué, puis ça fait comme quoi, 25 ans, là. Puis je sais pas pourquoi je fais de ça, là. Moi, je trouve que ça a l'air du frère de Ratatouille qui a été dans l'académie. Oui. C'est très bon, c'est très bon. Mais en tout cas, bref. À soir, il y a un quiz, une place de quiz musical de Céline Dion. Puis là, j'étais pas sûr si je voulais aller, mais je commence à avoir le goût d'y Oh aller. mon Dieu, mais vas-y, moi, il y a une de mes amies qui y va à ce quiz-là, et puis elle est vraiment pas bonne. Fait que là, toute la semaine, j'y envoyais des questions quiz Oui. par texto. J'étais Céline comme, Dion. mais oui, absolument. Elle en quelle année elle a gagné Pourquoi? un Félix, puis qu'elle l'a refusé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle l'a refusé? Puis là, Ben, avec qui qu'elle a fait des duos, puis tout, là, mon amie, elle connaît rien, fait que tu vas la torcher. Ok. Hey, j'ai appris Mais que. pourquoi? Ben, parce que c'est Mais la pourquoi place où pas, on va Evelyne? au quiz musical qu'on va, le quiz du disque dur sur Major Tom. Au Major Tom, c'est que ça fait 3-4 ans qu'ils font des quiz musicaux. Puis on dit comme là, cette année, on fait des quiz avec des thèmes parce que je pense qu'ils voulaient comme Resserrer un peu. concentrer ça un petit peu plus. Là. On était la Ok. semaine passée pour des soundtracks. On s'en Puis je veux juste correct. dire que pendant que tu seras au quiz de Céline Dion, Evelyne donne une conférence à la Grande Bibliothèque Non, de je chante Montréal. débat. Je chante débat, je suis même pas en conférence. Pour ou contre l'histoire. moi, je suis pour, j'aime ça les histoires, j'aime Ouais. l'introduction, Ouais. j'aime l'élément déclencheur, le dénouement. Qu'est-ce que puis, tu penses de la fin, conclusion. Pierre-Luc? Ça, c'est important. Ok, nice. Très nice. Toi, Yannick, qu'est-ce que t'en penses? Oui, parce que toute bonne chose a une fin. Fait que voilà. C'est vrai. suis d'accord. J'ai manqué le début de la question. Il m'a demandé les questions pour ou contre, les histoires pour ou contre. C'est bon. Fait que j'ai demandé si c'était pour la fin des histoires. Moi, j'aime les histoires courtes, j'aime les histoires longues, j'aime toutes les histoires. Sauf que j'aime pas ça les fois qu'on me prend pour un épais puis qu'on me raconte des histoires. Ça, j'aime pas ça par contre. Mais c'est la seule fois où j'aime pas l'histoire. Très bon, très bon, très bon. T'as pas ça que, comme dans les films français, ils ont bourre de mou. De mou? C'est l'affaire que j'ai entendu dans une couple. Tu sais, il y a des films. J'entends dégueulasse. des choses vraiment bizarres. Mais il y a des films français qui sont, des films qui sont traduits en France avec un français international. Puis des Ouais. fois, ils slident des expressions dedans. Puis à un moment donné, je pense que c'est dans un des Rocky, il y a quelqu'un, il y a un moment donné, il parle de. Je pense que c'est peut-être dans Rocky 3. Puis il parle de se faire bourrer de mou. C'est de se faire comme raconter des sottises, dans le fond. Mais c'est ça le Quelle terme. image. Oui, c'est ben, tu vois, c'est pour ça que je m'en rappelle encore, tu sais. Je me rappelle d'être genre chez mon cousin Sylvain dans les années 90 à regarder ça sur une cassette vidéo, écouter Rocky, on est comme on se dit bourré de mou. Tu sais, on est comme les gars, on se regarde tout habituellement, on comprend les expressions françaises que c'est pas notre français québécois, puis on est comme bourré de mou, quoi? Fait que c'est ça, j'amène ça ici. Là, s'il y a des auditeurs qui sont familiers avec ça, Je sais là, pas qui si nous c'est un en podcast parlent. ou une thérapie, mais c'est les deux. Tu sais, Ou à un juste moment dis ça à la donné, maison. c'est plus un podcast, c'est comme juste une champlure de paroles qui ouvre, qui est juste qui est jamais fermée. Fais juste dire des affaires. C'est pas qu'il le fait. Ouais, écoute, je pense que ça, c'est le temps qu'on on termine un segment, là, puis on fait un petit reset, un petit refresh, on revient direct après. Mais d'ailleurs, tu parles de Shakespeare. Moi, j'écoute un podcast qui s'appelle Conspiracy Theories, que j'adore, où est-ce que c'est toutes des théories du complot et des trucs comme ça. Et il y a un des derniers épisodes où est-ce que la théorie du complot, c'était que Shakespeare n'aurait pas écrit ses propres pièces. Ouais, j'avais lu ça aussi, ouais. Et puis là, eux, ils décortiquent 3 théories selon qu'est-ce que ce serait. Donc, il y en a une 3 théorie autres auteurs. que ce serait un regroupement d'auteurs, une autre théorie que ce serait un nom de plume, donc ça serait un noble qui aurait écrit ça, puis l'autre théorie j'ai Christopher oublié, Marlowe. que c'était Mais c'est plausible parce qu'il paraît qu'il n'y a aucune des chroniques écrites par Jean Martineau qui sont écrites par lui. C'est un singe qui écrit ça. Ouais, ben regarde, ce singe-là,
Premièrement, tu comprends qu'il haït l'espèce humaine, il est attaché après la machine à écrire. Il haït tout le monde. Ouais. Lui, il est vraiment raciste parce qu'il haït véritablement une autre race. Ouais. Mais en tout cas, ces affaires-là de Shakespeare non historiques ou louches, est-ce que tu souscris à ça? C'est difficile pour Shakespeare parce que il existe dans l'histoire. Tu sais, je veux dire, on le sait aussi qu'il avait son propre théâtre. C'est bien documenté. D'ailleurs, ça a été fouillé. Il y a même d'autres théâtres où il a commencé avant le Globe qui sont en cours de fouilles archéologiques aussi. On sait quand même qu'il a produit des pièces, des commandes sous le règne de la reine Élisabeth parce que le théâtre, c'était les journaux de l'époque. Si on voulait faire passer une morale, si on avait quelque chose à faire passer au public, on le faisait par les pièces de théâtre parce que c'était là où les gens se rassemblaient puis pouvaient apprendre quelque chose. Ça remplaçait un peu la messe d'une certaine façon. Fait que c'est sûr que Shakespeare en a écrit. Lesquels? Est-ce qu'il y a certaines de ses pièces qui ont été écrites par d'autres? Ça peut rester une possibilité. Reste quand même qu'il faut faire attention parce que quand la première édition sort après sa mort, les gens qui ont décidé de rassembler ça étaient quand même convaincus que c'était l'ensemble de son œuvre aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile. C'est facile, en fait, des théories du complot quand tu manques d'archives. Mais c'est facile aussi de dire, ben ça se peut que ça soit pas du tout passé comme ça. On a des difficultés à le prouver, mais tu sais, on sait qu'il a vécu à Stratford-upon-Avon. On sait que son père était d'ailleurs dans l'administration municipale de Stratford-upon-Avon. On sait que Shakespeare a essayé, quand il a commencé à faire de l'argent avec ses pièces, donc clairement, il les a au moins produites, puis même s'il y a quelqu'un d'autre qui les a peut-être écrites pour lui, parce qu'il l'a payé si on ne le sait pas, mais il faisait de l'argent avec ça. Il a même été capable d'essayer de s'acheter un titre de noblesse pour pouvoir, tu sais, entrer dans la haute société. Fait que, tu sais, pour l'époque, t'acheter un titre de noblesse, c'est que tu fais quand même pas mal d'argent. Ça veut dire que, tu sais, il a réussi à rentabiliser quand même une partie de son œuvre. Puis il y a quand même des thèmes récurrent, tu sais, son amour de l'histoire de l'Italie, quand on regarde probablement ma pièce qui me préférée, Beaucoup de bruit pour rien, quand on regarde tout ce que fait Le Marchand de Venise, etc., c'est des choses qu'on sait dans ses lettres, dans ce qu'on a comme archive du côté de Shakespeare, c'était un intérêt pour lui, là, tu sais. Fait que je peux pas aller vers le fait qu'il en ait écrit aucune. Mais c'est bien possible qu'il y ait certaines pièces, par contre, qui aient pu peut-être être écrites par quelqu'un d'autre. Ça, je peux pas dire que ça se peut pas. Mais j'irai jamais jusqu'à dire que Shakespeare est un leurre puis qu'il a écrit aucune de ses pièces. Il est trop historiquement bien vissé. Mais parce qu'il disait que quand il est décédé, par exemple, là, dans son testament, il léguait aucune de ses pièces. En fait. Fait qu'il n'y a pas d'originaux. Il n'y a pas les pièces vraiment originales. Il y a des... manuscrits, mettons. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les manuscrits originaux. Fait que c'est toujours, justement, mettons, même la première édition, techniquement, c'est pas la première édition. Fait que c'est de là que ça vient. Mais on a de ces notes manuscrites à Shakespeare, il y en existe. C'est ça. Mais que dans son écriture aussi, il n'y en a pas beaucoup versus tout ce qu'il aurait écrit dans sa vie. C'est lui qui a inventé l'excuse de mon chien le manger. Absolument. C'est d'ailleurs dans une de ses pièces. Il y a eu un documentaire qui a été fait il y a à peu près 3 ans. C'est Channel 24 en Angleterre où il y avait aussi l'idée que quelqu'un, à un moment donné, avait décidé de profaner sa tombe puis de prendre sa tête. Puis là, ils ont fait un scan au-dessus de son tombeau. Puis effectivement, la tête de Shakespeare serait morte. Là, qu'est-ce qui se passe ce soir là, avec les affaires de tête? Pour de vrai, c'est vraiment weird. C'est d'Halloween. On aurait dû inviter Simon Prête juste en même temps pour vous merger les deux ensemble. Mais elle est où sa tête? On le sait pas. Ça fait combien de temps qu'elle est plus là? En fait, depuis, je pense, là, il faudrait que je suis plus certaine, peut-être dans les années 1700, là, qu'il y a quelqu'un qui aurait... Quelqu'un s'est dit, il va faire des représentations d'Hamlet avec, ça va être drôle. Peut-être. Mais voilà, ça a été démontré par le scan de la tombe. On ne l'a pas ouverte, là, mais ils sont pas mal certains qu'il n'y a pas de tête avec le corps qui est dans le tombeau de Shakespeare à Stratford. Mais parlons de tête, vu que c'est l'élément récurrent. Est-ce qu'il y a dans l'histoire des tribus ou genre des civilisations qui, mettons, avaient des rituels d'enterrement ou de pétage de tête ou je sais pas trop pétage mettons comme tu sais souvent genre mettons d'affaires pas vraies de réduire mettons des têtes là genre oui ça existait. C'est ça. Comment c'est possible? Comment tu peux réduire un crâne? Je comprends il faisait bouillir avec différents produits qui ressemblent à de l'acide là. C'est ce qui fait que ça rétrécissait là. Mais je connais pas tout le procédé, mais oui, les têtes réduites ça a quand même existé là, mais c'est pas quelque chose de très commun là. C'est pourquoi l'objectif mettons c'est un trophée, c'est comme les scalps. OK, fait que tu sais, le scalp, c'est quoi? C'est une perruque, mettons, mais qui reste des morceaux. Là. Oui, c'était les premiers minimalistes. Ils voulaient avoir la plus petite tête possible pour que ça prenne moins d'espace. Puis imagine tes Olympiades au primaire.
C'est comme t'as gagné une médaille des perdants. C'est juste la tête de tes amis. Et on a réalisé récemment que les Romains avaient raison, que les Gaulois faisaient ça aussi, se faisaient des chaînes avec des têtes pour des chaînes trophées, en fait, pour le nombre de guerriers qu'ils avaient tués. On pensait que c'était un mythe jusqu'à ce que récemment, dans le sud de la France, on trouve un tombeau gaulois et qu'on réalise qu'avec les Gaulois, il y avait effectivement... Ça, dans Astérix, ça n'en parlait pas. Non, la chaîne avec les têtes. C'est des nouveaux writers puis des nouveaux artistes, là. Fait que peut-être que... Prochain album. On va rencontrer Raccourcix. Il y aurait beaucoup de choses à corriger dans Astérix. Ouais. Hein? Des menhirs à l'époque des Gaulois, là. Qu'est-ce que menhir, puis pourquoi ça peut pas vivre pour l'époque? Genre, c'est menhir, c'est un gros morceau. On va parler, essentiellement des populations celtiques. Fait que, tu sais, on est, essentiellement, là, mettons, 300 avant Jésus-Christ jusqu'aux invasions barbares, où c'est eux, de toute façon, qui vont commencer à se répandre en Europe. Ça, l'affaire celtique, c'est genre, c'était chanté après dans des choses comme la tribu de Dana, ou des choses comme ça, je pense. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay, c'est tellement une bonne toune. Ouais, genre, c'est bizarre Je la connais par cœur. Ouais. Le lien Mais ils ont volé l'air de quelque chose d'autre aussi, en plus. Mais c'est ça, les Gaulois, on les inclut dans les grandes populations celtiques. Quand on parle des dolmens ou des menhirs pour faire justement des monuments rituels religieux, on s'en va plus dans les années 2000 avant Jésus-Christ, l'époque de Stonehenge, de Callanish en Écosse, c'est ceux qui trippent sur Outlander ou des choses comme ça. On n'est pas du tout à la même époque. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de construction de cercles de pierre massifs à l'époque des Gaulois. Fait que, tu sais, qu'Obélix transporte un menhir, c'est comme une grosse blague. Ça fait parce qu'il est très religieux. Ça fait partie des choses, tu sais, que t'es comme... Pourquoi on fait ce choix-là, tu sais, de dire que Jules César est empereur? Pourquoi avoir fucké le chien avec tout le monde en disant ça alors qu'il ne l'a jamais été? Ça, c'est la chose qui m'énerve le plus d'Astérix, c'est le fait qu'ils aient décidé de dire qu'il est empereur alors qu'il ne l'a jamais été. Fait que là, il y a plein de monde, des fois, qui disent « Mais non, Jules César, c'est le premier empereur! » Non, c'est son petit-neveu Octave. Mais dans Astérix, je le sais. Mais son titre officiel à César, c'est-tu César ou c'est comme dictateur temporaire? Il a été nommé dictateur, en fait, au début pour 1 an. On lui a renouvelé pour 10 ans. Puis à la fin, quand il est assassiné en mars 44 avant Jésus-Christ, là, ça avait été donné à vie. Puis c'est sûr que là, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur que la République disparaisse, ce qui allait être le cas de toute façon au niveau pour la gestion de l'Empire. Là. La République va gérer Rome après, qui ont décidé d'assassiner Jules César. Mais il y a une super bonne blague un moment donné dans les dessins animés d'Astérix où est-ce que Jules César il est avec tout son conseil là, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec les Gaulois, puis Brutus il joue avec un couteau, puis Jules César il dit « Arrête de jouer avec ce couteau! » Tu vas te faire mal, je trouve. Oui, il y en a dans Astérix, c'est vraiment plusieurs bonnes... blagues là, qui sont envoyées, mais c'est ça. Des fois, je leur en veux un peu pour ça parce que les gens croient vraiment que c'est vrai, que le Colisée a existé à l'époque de Jules César. Tellement pas. Il n'existait pas le Colisée à l'époque de Jules César. Fait que les gens font des liens comme ça qui sont un peu devrait faire un moment donné. On devrait faire un moment donné pour un Patreon. On écoute genre Astérix et les 12 travaux ensemble. On entend faire des prises de cœur en arrière. On t'entend juste respirer avant. C'est pas vrai, ça. Mais mon préféré, ça pourrait être Astérix et Cléopâtre, mais c'est pas le cas. Le plus beau, le meilleur, je crois quand même, reste la surprise de César quand Falbala se fait kidnapper. Il a gagné des prix pour la reconstitution dessinée de la ville de Rome. Dessin animé-là quand même. Fait que, donc, historiquement parlant, ils sont un petit peu plus près de la... Parce que moi, j'haïs Falbala, je pense. Je l'haïs vraiment. Ben trop demoiselle en détresse. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais dans l'album La Rose et le Glaive de Astérix, et toutes les filles sont des méga badass, puis ils vont à Lucrèce, je ne sais trop. Toutes les filles sont badass. Il y en a une qui se bat et tout. Puis là, tu sais, moi, j'avais trouvé ça tellement cool. Et là, t'as l'autre qui est là, puis je suis blonde, je suis belle, une petite jupe serrée, sauvez-moi, il y a des lions. Voyons, prends la potion magique puis embraye, ma fille, là. J'avoue que là-dessus, je te dis que Falbala... T'as trouvé chic, je le sais, là. Non, ben oui, mais c'est un cas de... Yannick, c'est plus un gars de bonne mine, mettons. Ouais, moi, j'aimerais qu'ils peuvent soulever un bouclier, esti. Ouais, Yannick, c'est qui voit sur Internet. Ils sont capables de gérer un homme. Quand ils peuvent gérer un bras à course là. Ils peuvent appeler son mari le maire devant tout le monde un cochonnet. Oui. Mais Falbala, ça, je peux te dire que c'est clairement un personnage qui est créé parce que le dessinateur aimait particulièrement dessiner ce genre de personnage. Ce genre de madame-là. Ça, c'est une affaire que... quand tu regardes, mettons, beaucoup de l'art de bande dessinée, à un moment donné, tu vois
un dessinateur aime clairement dessiner ces affaires-là. Et ou des fois, il y a du monde qui aime ça dessiner des décors particuliers, il aime ça des designs particuliers ou des formes. Et ça, c'est une madame de BDiste. C'est une madame de BDiste qui aime dessiner. Puis c'est tout de même une forme de dame qui est assez rare de par Astérix. C'est comme juste elle puis Cléopâtre, je pense. Fait que Cléopâtre n'est pas une bimbo dans Astérix. Non, du tout. Non, mais tout de même un peu filiforme, mais tu sais, un standard classique moderne. Là, comme, tu sais, me semble anguleuse dans Astérix. Dans Astérix, les personnages, c'est comme soit tous des bâtons ou des ballons remplis de sable. Fait que là, lui, il s'est fait comme un moment donné, là, regarde, je dessine Madame Statuesque. Je veux des balles courbes, là. Ouais. Mais, tu sais, dessinait ces affaires-là pendant. Il travaille. Ces albums-là étaient produits sur tellement longtemps. Et, comparé à comment il sort, mettons, dans les comic books américains, que c'est un par mois. Ça, c'est pendant peut-être un an, je pense, à travailler sur les mêmes affaires. Je pense qu'à un moment donné, des fois, comme non, faut que je dessine cette affaire-là. Faut que je dessine quelque chose que ça va me rendre moins fou un moment donné. Puis là, il s'est dit, comme pendant un album, il va avoir Falbala. Puis là, ça, c'est sa soupape là, pour un bout. Là, t'sais. Peu importe la valeur du personnage ou non. Là. Mais ça reste que c'est le film d'Astérix qui a gagné des prix pour le dessin de la ville de Rome à l'époque. Astérix, c'est le Scheherazade aussi. Scheherazade aussi, sexy dans Astérix chez Scheherazade. Elle aussi, c'est une demoiselle. Astérix chez moi non plus, j'étais comme quoi? Oui, c'est comme un qui a dit quand j'étais comme à l'école primaire. Ouais, moi aussi, il était sur le tard. C'est la troisième dame plus sexy que dans Astérix. Ça part apparemment, mais... je me souviens pas. Il y a des petites jokes de Is No Good là-dedans en plus. Là, bref. Un beau crossover, pareil. Beau crossover. Ouais. J'étais tellement pas au courant de ça. Je suis... il y a un Astérix chez Scheherazade. Il s'appelle comme ça. Le sujet de faire pour enfants est intéressant parce que là, Aladdin est venu. Oui. J'ai fait Aladdin au mois de mars dernier. J'ai pas voulu aller le voir. OK, parce que... J'avais aimé le Disney. Ouais. J'avais beaucoup aimé le Disney. Parce qu'Agrabah, c'est une ville fictive, fait qu'au pire, ils peuvent se lousser là-dessus. Pas de ces films-là en live action. Les versions live action, c'est quoi faire, hein? Ben, c'est une perte de temps. Là. C'est comme... Si t'aimes vraiment ça, c'est le fun, mais c'est une perte de temps. Il y a juste comme... J'ai pas vu, mais Maleficent qui fait juste faire comme... Qu'est-ce qui arriverait si Maleficent était l'héroïne à la place? Ça vaut plus la peine parce qu'au moins, c'est pas juste à faire la Belle au bois dormant, tu sais. Mais sinon... moi, je vais tous les voir parce que je suis un fan de Disney. Ben, c'est correct. Mais je me souviens être dans Le Roi Lion puis être comme... Genre, j'adore ça, j'adore Le Roi Lion. Fait tout. Mais je me souviens être là puis être comme... Si je serais là, si c'était genre un calepin qui a été écrit puis genre je serais là pareil là, fait que ça n'a pas rapport là, je suis vraiment je suis un poisson qui aime ça me mordre dans l'hameçon là, genre, puis j'ai pas le choix de le dire là. Et là tu me parles d'Aladin pour... Mettons Aladin, ça, j'ai cru savoir si mettons vu qu'Agrabah est fictif, ça aurait pu mettons quand tu vois des villes fictives, est-ce que ça te dérange moins ou ça fait du sens ou... Ben, quand on est dans le divertissement pour enfants, il n'y a rien qui va me déranger tant que ça, sauf quand on fait vraiment des grosses erreurs flagrantes, là, où je suis comme, bon, on n'enseigne pas la bonne chose, fait que ça m'énerve un petit peu. Mais tu sais, quand on tombe automatiquement dans l'imaginaire, je veux dire... Est-ce qu'Aladin a déjà existé? Aladin est un personnage des contes des Mille et une Nuits, cher. Ça, c'est... C'est un beau personnage parce que les contes des Mille et une Nuits, c'est faut lire ça dans sa vie, honnêtement. Là, vous prenez le livre de Scheherazade qui raconte les contes pour être sûr de ne pas être tué le soir parce que d'habitude, le sultan, le soir, après avoir couché avec elle une nuit, le lendemain, la femme meurt. Là, Scheherazade, elle comprend que si elle raconte toujours des histoires et qu'elle le tient en haleine et que ça finit jamais, ben là, comme ça, elle va sûrement finir par l'épouser et tout va bien, blablabla, à la toute fin. Ça a été un habillage qui a été fait par l'Empire ottoman, mais les contes des Mille et une Nuits, c'est plein de contes, en fait, du monde arabe. Pensez au califat de Bagdad. Ali Baba et les 40 voleurs. Les 40 voleurs qui arrivent tard dans leur construction. Il y a des beaux poèmes érotiques, d'ailleurs. Un sur, en tout cas, la balade au jardin, que tu sais comme, oh, quand même, c'est pas pire. Mais c'est tous des contes qui étaient racontés chez les populations arabes qui ont été repris dans les cafés ottomans. Parce que quand l'Empire ottoman commence à faire sa grande conquête, ce sont eux vraiment qui vont faire les cafés turcs. Tu sais, les gens se rassemblent dans les cafés, on raconte de la poésie et on raconte des contes. Et les contes des Mille et une Nuits, c'est comme on a rattaché toutes les traditions qui arrivaient depuis les califats arabes jusqu'à l'Empire ottoman. Fait que c'est des siècles de traditions orales. Et il y a un Français qui a découvert ça quand il est allé du côté de l'Empire ottoman, qui a décidé d'en faire un recueil qui a appelé les contes des Mille et une Nuits. Parce que dans les faits, eux n'ont jamais connu ça sous cette forme-là. Ils connaissaient les contes tous en individuel. Il y a un personnage, Alexandre le Grand est un personnage dans les contes des Mille et une Nuits. C'est Alexander.
Il y a plein de choses comme ça qui montrent l'histoire, en fait, du monde arabe. Là, mais c'est fabuleux à lire, honnêtement. Puis le Aladdin, à lire, est vraiment intéressant. Ali Baba et moi, je le trouve plus cool parce que c'est sûr que c'est plus pour adultes aussi. Quand tu lis les contes de Mille et Une Nuits, c'est pas pour les enfants. Ça doit être violent, cette affaire-là. Ouais, il crache à terre. C'est plus violent. Il y a plus il fait des fingers, il va voter. Il fait ses impôts. Ça peut plus violent, c'est sûr, mais en même temps, c'est très historique quand tu le lis aussi parce que là, tu vois, dans le fond, quels poèmes ou quels textes sont les plus anciens juste par la description des lieux, comment fonctionne la cour du sultan, comment fonctionnent les décisions politiques, etc. Mais c'est un livre à lire. Comment fonctionne la cour du sultan, Evelyne? Hein? Comment ça marche, la cour du sultan? Comment ça Lequel? Ben, celui que t'as envie de parler. Mais c'est- Les Moghols ou les Ottomans, c'est pas la même affaire. C'est plus intéressant, genre. c'est à quel point, mettons, que c'est différent de, mettons, des monarchies, mettons, françaises ou britanniques qu'on est plus familier. Est-ce que ces monarchies-là sont toutes vraiment semblables de la même façon ou c'est quoi leur grosse différence? Il y a toujours cette idée que c'est héréditaire, sauf qu'ici, c'est souvent le fils méritant qui va avoir le trône. Si je pense entre autres aux Moghols, les Moghols, ce sont les souverains musulmans qui ont dominé l'Inde pendant quand même plusieurs siècles, donc à qui on doit le Taj Mahal et plusieurs forteresses en Inde. Taj Mahal n'est pas un temple hindou, hein, c'est vraiment un mausolée musulman. Il y a des minarets, là, regardez-le comme il faut. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est indien. C'est indien, mais sous contrôle des grandes dynasties mogholes, descendants des Mongols. La partie perse, en fait, de l'Empire mongol. On dropper un N, ouais. Moghol, c'est le mot persan pour mongol. Ouais. Mais ils sont islamisés, arabisés. Donc, c'est sûr que eux autres, l'idée, c'est que c'est le fils le plus méritant qui va avoir le trône. C'est des histoires de tuage de frères, là, des fratricides. Il y en a là, de manière très violente. Pas à peu près où on tue le père aussi des fois parce qu'on se dit là, c'est moi qui est méritant, je vais avoir le trône très vite. C'est que ça peut être très violent. Mais c'est qu'il y était beaucoup aussi. Ouais, parce que t'as un harem. monogamie, c'est ça. C'est ça. Tu as un harem qui assure une longue descendance. Donc, tu as l'épouse royale, mais tu peux avoir même d'autres épouses si tu veux. Mais le harem, il sert à ça, à ce que les femmes produisent de plus d'enfants. Fait que s'il y a 8 gars, ben il y en a un qui a un trône, ça devient Hunger Games, là. Ça devient comme carrément quelqu'un. Littéralement, ils vont s'entretuer. Puis souvent, les mères, si elles ont été juste des concubines, elles n'ont pas eu le titre d'épouse, vont souvent s'assurer que leur fils devienne sultan. Comme ça, elles vont monter au statut de reine-mère. C'est elles qui vont gérer le harem. Parce que c'est la mère qui gère le harem, la mère du sultan, généralement. Fait que ça, c'est beaucoup du côté des Moghols. Mais chez les Ottomans, on va voir quelque chose de similaire. Mais chez les Ottomans, le harem, là, c'est des femmes kidnappées dans les Balkans et tout ça parce qu'ils préféraient les femmes blanches. Puis il y en a une qui a quand même réussi à se faire épouser, même si c'était juste une esclave. C'est Roxane, la femme de Soliman le Magnifique, donc qui avait été kidnappée dans les Balkans et tout ça. Puis elle fait son apprentissage très dur quand même au harem. Puis à un moment donné, ben le sultan réalise qu'elle n'est pas idiote et qu'il peut avoir une discussion avec elle. Puis même si c'est pas logique, parce que dans les faits, il aurait dû épouser une femme dans la noblesse, elle va réussir à se faire épouser puis à devenir donc sultane. Puis elle va s'arranger pour mettre ses fils sur le... Je veux juste dire, il y a un de nos auditeurs qui a déjà écrit sous un commentaire YouTube avec un de tes épisodes. À chaque fois qu'on finit l'épisode avec Evelyne, j'ai 40 000 tabs ouverts. Et depuis le début de l'épisode, j'arrête pas de me faire des notes mentales. OK, il faut que j'aille lire Shogun. OK, il faut que je lise Le Conte des Mille et Une Nuits. Il faut que j'aille lire sur Roxane. Il faut que j'aille... bref, je veux juste dire, ça m'a fait penser à ça parce que je connaissais pas cette histoire-là. Roxane, une femme intelligente qui a réussi à se faire épouser d'un sultan alors qu'elle était une esclave des Balkans, quand les Ottomans ont conquis les Balkans, à l'époque où ils vont se battre, un peu avant, là, mais quand ils vont conquérir les territoires de la Transylvanie contre Dracula qui a vraiment existé, là, c'est... C'est un roman à nous référer avec Roxane? Non, pas vraiment. Moi, j'ai une bonne toune, cependant. C'est ça, exactement. J'ai comme qui allait la dire en premier, cette affaire-là. Hey, hein? La version de Moulin Rouge, s'il vous plaît, c'est la meilleure. Mais une question que j'aurais, c'est... mettons, dans la situation justement avec les Moghols, mettons qu'il y a 8 frères et il y en a un qui devient calife. Est-ce que c'était tout le temps justement les autres qui se battent pour... Mettons qu'un frère décide de pas se battre. Est-ce qu'il y a une affaire historique de... c'est quoi la position de la personne qui ose pas? Il peut être son allié. S'il n'ose pas puis qu'il s'entend bien avec le frère qui devient sultan, généralement, il va souvent gérer les armées ou va être son conseiller politique parce que c'est quand même gigantesque. Je veux dire, les Moghols ont conquis l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan là, actuel. C'est quand même énorme. Là. Je veux dire, c'est des millions de personnes, en fait, sous leur gouverne à une certaine époque. Puis c'est sûr que, je veux dire, gérer tout ça, c'est ça. Comment ça fonctionne, le gouvernement? Le sultan, ils sont musulmans, va faire des prières
le matin. Après ça, il s'installe dans la salle du trône. On appelle ça, autant chez les Ottomans d'ailleurs que les Moghols, on va parler du divan, là, qui est le sultan qui est assis sur un gros trône avec plein de coussins. Puis là, c'est mieux qu'un trône, ça, par exemple. Sérieux? Oh, ils sont bien plus confortables, là, avec du monde qui les évente et tout ça. Mais c'est là que tu fais la politique. Le matin, ben, tu reçois les dignitaires, tu reçois tes ambassadeurs, tu reçois tes propriétaires terriens si nécessaire, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe dans mon empire, parce que c'est quand même rendu un empire. Là. Puis là, tu prends les décisions qui s'appliquent. Est-ce qu'on change une taxe? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Donc, ça se fait le matin. Puis généralement, l'après-midi, ben là, ça va être de visiter des régions où des fois, ben, s'il faut aller libérer, partir en guerre, ben, le sultan, il combat en avant. Là, il va se battre. Là. C'est lui qui va arriver puis qui va dire, moi, je prends cette ville-là. Et j'y vais, pas à peu près. Fait que, tu sais, c'est des guerriers aussi en même temps, là, puis qui fonctionnent avec des armées. C'est ce qui est toujours un peu plus fascinant, avec des éléphants. Eux autres, ils se sont battus avec des éléphants beaucoup plus qu'avec des chevaux. Il y en avait, mais les éléphants, c'était une meilleure arme. Fait que dans le fond, les fils de... Peu importe le nombre de fils, sont il en reste tous... rarement beaucoup à la fin quand c'est le temps de la succession. Mais sont toujours comme préparés à être comme... Ils savent qu'ils vont être empoisonnés, qu'ils vont être égorgés, ou ils font leurs alliances un peu comme les cardinaux le faisaient sous les Borgia, avec qui je m'allie parce que sinon je vais disparaître. Là, Fait que si tu as fait le bon choix, puis que tu es l'allié de celui qui va vraiment avoir le trône, ben là, tu vas avoir une position politique, tu vas survivre. Mais sinon... Pendant combien de temps, en plus? Là? Oui, mais c'est ça. Tu vois ton frère monter sur le trône, puis t'es comme, bon, ben, il me reste 24 heures. Merci tout le monde. Ouais, il y en a pas un qui est comme, moi, j'aime vraiment l'astronomie, je veux savoir c'est quoi. Non, faut que tu saches, tu t'apprennes la stratégie militaire, peu importe, toutes ces affaires. Ben oui, ben, ils gèrent des empires quand même gigantesques aussi. Fait qu'il faut que ce soit des... C'est sûr que ça prend un souverain qui est capable c'est des gens très éduqués quand même. Bon, qu'on pense aux Moghols ou aux Ottomans, ces jeunes garçons-là, une grosse éducation, autant militaire qu'intellectuelle, pour être capable de comprendre aussi la diversité ethnique. D'ailleurs, la question religieuse revient dans les deux empires, parce que, chez les Ottomans, il y a la question du christianisme. Quand on va faire la conquête de Constantinople, qui, va devenir Istanbul en 1453, qui lance un peu la découverte de l'Amérique, parce qu'on cherche un moyen de contourner le blocus de Constantinople. C'est sûr que, là, j'essaie de voir pourquoi je m'en allais là, j'ai fait on parle de l'instruction, justement, des Oui. Bon, ben là, tu as plein de chrétiens, en fait, qui habitent à Constantinople et tout ça. Fait que Soliman, le Magnifique, est reconnu comme étant, ça a été l'allié de François Ier contre Charles Quint, d'ailleurs, il a été reconnu comme un qui s'est dit, moi, c'est tolérance religieuse. Vous voulez des églises, vous allez les construire, mais vous voulez des mosquées, vous allez les construire. Je vois pas pourquoi j'imposerais un ou l'autre. Et sous les Moghols, la même chose. Akbar, qui veut dire le grand, fait un peu la même stratégie. Il s'est rendu compte qu'il était détesté des hindous. Ben, écoute, quand il y a 30 000 personnes qui meurent, quand tu passes avec ton armée, tu peux être détesté. Hein? Mais il s'est rendu compte qu'on le détestait pas tant pour la guerre que le fait que les hindous, pour aller dans leur lieu de pèlerinage, devaient payer une taxe alors que les musulmans n'avaient pas à le faire. Et il a aboli cette taxe-là. Il est devenu pour les Indiens un héros de la tolérance religieuse. Donc, dans les deux cas, on voit ce genre de défi qui se pose du point de vue de la politique. Puis, encore là, pour les différents types de monarchies, souvent, à cette heure, quand on les voit refléter dans la culture populaire, c'est facile de nous montrer comme des rois qui y avait des descendants qui étaient stupides ou qui étaient pas autant éduqués. Est-ce que c'est est-ce que c'est les Moghols et ce genre de monarchie-là que leurs descendants étaient juste plus éduqués en ce cas-là, ou c'était le même pour la plupart des monarchies qu'on connaît? Ça dépend. C'est sûr que eux, surtout quand on parle là, des 14e, 15e, 16e, 17e siècle, l'éducation devient importante parce que la taille des empires est colossale, mais il y a aussi toutes les relations diplomatiques avec la Chine d'un côté, avec l'Europe de l'autre à un moment donné, ou avec la Russie. Fait que, il faut que tu aies des connaissances. Fait que la plupart étaient quand même éduqués. Eux sont vraiment cernés, là. Il n'y a pas de répit de nulle part. Hein. En Europe, ben là, ça dépend. Tu sais, je veux dire... mettons, prends Louis XVI, c'est pas lui qui était destiné à être roi à la cour de France, c'est pas qu'il était pas éduqué, mais lui, il voulait être horloger, puis au début, tu sais, il y avait pas de problème, il y avait pas besoin d'avoir toute l'éducation de celui qui va devenir roi. Le frère de Louis XIV, monsieur Philippe d'Orléans, il pouvait faire ce qu'il voulait parce qu'il savait qu'il allait pas être roi. Il y a eu une éducation, oui, mais il avait pas besoin d'avoir une éducation aussi rigide que celui qui va avoir à gérer le royaume de France. Henri VIII était pas supposé être roi d'Angleterre. Non, lui, il aimait forniquer. Oui, mais avant qu'il aimait forniquer, il a composé Greensleeves. C'est lui qui a écrit cette chanson-là, dont on a fait une toune de Noël absolument merdique, mais qui n'est pas une toune de Noël à l'origine. Ben non.
Ben non, mais j'ai aucune idée, je sais même pas de quoi tu parles. Regarde-moi pas de même, là. J'ai rien dit, j'ai rien fait, là. J'ai aucune idée. Je suis comme, je sais même pas c'est quoi Greensleeve. J'ai juste pensé au Grinch. Est-ce que je chante C'est lui qui a composé le Grinch? On en a fait une tonne de Noël vraiment moche. Ben, vas-y donc. Quel est l'enfant? Là? Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben non, mais il faudrait que tu chantes, je pense. Non. Un court extrait, juste l'air, mettons. Ouais, juste le refrain, là. Juste 3 couplets. Ah, ok, oui, c'est la tonne de Minestrel dans ma tête à moi. Ouais. C'est vrai, c'est une chanson de Noël. C'est Henri VIII qui a composé ça. C'est vrai? Parce qu'il était éduqué en musique, parce qu'il était pas supposé être roi. Mais son frère Arthur est mort. Alors Henri VIII, bang, devient roi. Mais réépouse la sœur, c'est ça la que femme j'allais de son dire, frère. mais c'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu divorcer Voilà. aussi la première fois en Bingo. disant j'ai pas le droit de marier C'est pas la un femme mariage de mon légitime. frère, puis tout ça, puis ça prend 30 ans avant que je m'en Puis rende là, compte. elle a dit, mais j'ai jamais couché avec son frère, on était trop jeunes. Le seul avec qui j'ai consommé l'union, c'est Henri. Et là, ben voilà, ouais, c'est un peu le drame. J'aimerais juste rappeler à quel point que t'es une bande de connaissances incroyables, genre. Pour de vrai, j'aimerais qu'on rappelle ça parce que dans toi, tu donnes des dates extrêmement précises, tu sais, puis moi, puis t'as pas vécu ça, tu sais. Moi, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai mangé pour dîner tantôt, genre. Comme, tu sais, pour de Ben, vrai. c'est probablement non, c'était pas de la pizza de la poutine parce que tu fais attention Non, avant les oliviers. Ça, moi aussi, je suis à moi sans junk food, là, mais. C'est vrai? Mais ouais. Non, ça, c'est pas tantôt, j'ai un T'es choix. encore au régime sec, choix à non? soir. Mais, Bon, moi, par exemple. Non. Deuxième. Ça va dans un quiz de Céline. mais j'aimerais qu'on salue, qu'on Besoin félicite d'être réchauffé un peu. Oui. ta mémoire incroyable. Ça me fascine. Comme je te dis, moi, des affaires de ma vie que les gens me rappellent. Parce que, puis j'étais là, je les ai dit, ces affaires-là. Puis tu sais. en plus, tu viens d'aller enregistrer 2 trucs à Radio Cannes. Fait que Ouais. t'as enregistré à Radio Cannes, tu viens avec nous, puis t'as un autre truc ce Je soir, sais. puis t'enseignes demain matin. Ouais, On peut bon, juste J'enseigne demain matin à Québec. Oui, je sais. Là, Mais pour de vrai, là, félicité. Bref, Evelyne, merci beaucoup de venir traîner avec nous autres. Dans le fond, c'est en dessous de toi, ce podcast-là, mais on est content que tu daignes de venir nous voir. c'est le podcast dont on me parle le plus. Yes! Honnêtement. Yes! Puis des fois, il y a des gens qui me font des offres professionnelles parce qu'ils m'ont googlé. Puis maintenant, c'est ce qui arrive, c'est quand on me google, c'est 3 bières qui arrivent pas mal en premier. S-I-O. Et les gens me découvrent sur 3 bières. Puis là, des fois, j'ai des offres de maisons d'édition, des choses comme ça, parce qu'on m'a vu ici. Puis qu'on se disait, hey, elle pourrait faire ci, faire ça. Je peux pas tout faire. Mais ouais, ça... Imagine, tu préfères une bande dessinée que Yannick dessine. Une bande dessinée historique. Yannick fait les dessins, puis tout. C'est puis, sûr, c'est pas moi qui dessine. Ben non, mais c'est ça. En tout cas, je lance l'idée, là. Ceux qui nous écoutent, qui ont des maisons d'édition. C'est l'éloge de ma mémoire. Ouais. Mais tu sais que je ne sais vraiment pas dessiner. Je ne sais pas écrire. J'ai arrêté ma carrière de dessinatrice au cégep quand ma prof d'espagnol nous avait demandé de faire une bande dessinée, justement, avec des bonhommes allumettes. Et quand j'avais soumis la mienne, elle était partie à rire et elle avait dit « Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un manquer un bonhomme allumette. » Je n'ai plus jamais redessiné à part des cubes. Quand je griffonne quelque part, c'est la seule chose que je dessine. Toi, t'es plus cubisme. Oui, mais des fois, au tableau, quand j'enseigne, je suis obligée. Quand je fais la bataille de Salamine, j'essaie de leur dessiner des bateaux et tout ça. C'est d'un ridicule où il y a 100 quelques personnes qui rigolent vraiment beaucoup à me voir dessiner. Ou quand j'essaie de leur montrer ce que sont des idéogrammes et qu'il faut que je les dessine au tableau. Puis là, je dessine un poisson de canne à pêche et de l'eau. Mon poisson est toujours à chier. Et c'est ça. Il y a une centaine de personnes. Je peux donner des hints, je peux t'apprendre à C'est ça que dessiner. j'allais dire, C'est très facile. Je pense que c'est une cause perdue. Ben, Yannick pourrait peut-être te faire 2-3 acétates que tu pourrais juste glisser des dans... acétates. Mais oui, là. Ça existe plus Comme en dans les 94. Ça existe encore, je pense. On est avec PowerPoint. Hey, je me rappelle, moi, quand j'ai fait un exposé oral au secondaire, puis j'avais des acétates qui étaient de mes dessins pour parler de mon propos, puis j'étais comme « What's up? » Ouais, j'aurais tellement aimé. Non, là-dessus, je suis une cause perdue. Il y a des choses comme ça. Tu sais, les maths, c'est pas fort non plus. C'est ça. Il y a des choses. Le hockey. C'est ça. Non, Ben, je pense que tu te rattrapes bien ailleurs. c'est Oh, ça. ouais, t'en sors bien. Voilà. L'histoire est comme devenue la talle où j'ai un talent, mais disons que tout le reste autour est peut-être un peu moins fort. Écoute, ben on est super content que tu viennes nous parler d'histoire à chaque fois. Puis nos auditeurs sont toujours contents aussi que. Oui, vous m'écrivez beaucoup quand je passe à 3 bières. Puis Merci. on rappelle c'est aussi que tu reviens souvent, fait que auditeurs, c'est le temps de vous laisser des sujets spécial histoire. On peut faire un sac spécial histoire aussi. Ouais. Là, on n'a pas pigé, on s'est remporté encore. En fait, à chaque épisode, vous pouvez remarquer que Yannick ne devrait jamais, quand c'est moi qui est là, expliquer le fonctionnement de 3 bières parce que on le fait pas. Ouais, mais tu sais, on peut avoir. On a sans doute des nouveaux auditeurs, puis ils vont le savoir pour la prochaine fois. C'est vrai. Maintenant, on va terminer l'épisode. On arrête de le terminer, anyways. On était juste en train de dire ça, mais Evelyne, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. C'est super le fun. Les gens qui veulent en savoir davantage, qui veulent te suivre, c'est où qu'ils te suivent? Bon, on peut me suivre sur Twitter avec mon nom, Evelyne Ferron. J'ai une page d'actualité en histoire
qui va avec mon compte Twitter où je publie à tous les jours un peu des actualités en histoire, en archéologie, qui s'appelle Historiophile au pluriel. Donc, c'est le dieu Atlas qui tient la Terre, c'est mon compte. J'ai une page Facebook personnelle où je fais ce qui m'intéresse finalement dans la vie. C'est plus mes trouvailles, c'est plus personnel. Evelyne Ferron, historienne, sur Facebook, donc vous pouvez me suivre là. Et vous pouvez m'écouter tous les dimanches matins avec Franco Novo à Dessine-moi un dimanche à Radio-Canada. Vous pouvez aussi maintenant me voir à toutes les 2 semaines au décrypteur RDI. Oui. Voilà. Donc, un vendredi sur 2 pour l'instant. Je fais des petites capsules fausses nouvelles dans l'histoire. Et il y a des choses qui s'en viennent dont je ne peux pas parler pour l'instant, mais j'ai enregistré une émission avec Kim Thuy qui va passer un moment donné. J'ai fait Curieux Bégin à Bicoline. Yes! C'est fait, finalement. C'est vrai, t'étais... Ça va être diffusé en avril, ça, je le sais, du côté de Télé-Québec. À quel point j'ai ri quand j'ai vu tes costumes passer. Là. J'ai réussi à mettre mes propres vêtements, ils les ont acceptés. Oh, mon Dieu. Mais ouais, j'ai passé une journée à Bicoline avec Christian Bégin et ça a été toute une aventure. Curieuse Ferron. Ça va s'en aller en avril. J'ai bu beaucoup trop de cidre, d'ailleurs, lors de ce tournage. C'est curieux. C'est historique, là. C'est ça. Mais ouais, il y a des choses comme ça qui vont passer là, que j'ai tourné dans les On reste à l'affût et t'es un peu partout. J'espère pas être trop partout. Gab. Je refuse des choses, quand même. Non, J'essaie de pas tout prendre pour pas... T'as un livre aussi? Oui, sur Port-Neuf, effectivement. Oui, Regarde. vous pouvez avoir un livre si vous voulez voir Port-Neuf en images, qui est la région où j'habite. Oui, ce livre existe. Il y en a un autre un jour qui va arriver. Mais ça va Quel est prendre le nom du de ce temps. livre? C'est Port-Neuf en images. Ah, OK. Je pensais que tu vas juste raconter c'était quoi le livre. Non, c'est la collection des éditions Gide où tu prends une région ou un village et à partir de quand il y a des archives photographiques, fait qu'on est à la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux années 60. Dans le fond, puis voilà, 1860-1960 à peu près. Puis dans le fond, quand on fait ça, j'ai fait ça avec le Centre d'archives régional de Port-Neuf, mais dans le fond, on va chercher des images de nos archives puis on les explique. On explique un peu l'histoire. Fait que j'ai collaboré à ça pour financer notre centre d'archives. Puis c'est dur, faire des archives en région. Donc voilà, j'ai contribué à ça pour donner un petit coup de main. Là. Des fois, j'essaie là, de travailler pour la cause, comme on dit. Écoute, Gratuitement. vu tes présences ici, clairement, tu travailles pour les causes. Et toute la province apprécie. La province! Oui. OK. Gabrielle. Oui, Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Il y a des belles affaires qui s'en viennent, fait que venez me suivre. Sinon, 28 novembre, Laval, au Poutine Bar, c'est mon show solo. Donc, venez voir ça, achetez des billets, ça va être bien le fun. C'était sold out à Montréal, ça serait le fun que ce soit sold out à Laval aussi. Puis, c'est ça, là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. J'ai les premières parties de Mariana Mazza un peu partout jusqu'à Noël. Je fais aussi mon émission L'Open Mic de Jérémy Demé, sur lequel j'ai été invitée pendant toute une semaine. Fait qu'il y a plein d'affaires. Le Google-moi, il y a plein de belles choses. Pierre-Luc. Oui, on peut aussi me googler, moi, avec. Je suis sur Facebook avec une joke par jour environ. Sur Instagram aussi, comme ça, Pierre-Luc. Et tous les Sur lundis. Twitter, il est très actif. Twitter aussi. sur Twitter. Moi, sur Twitter, je mets toute ma marde qui me vient en tête. T'es très Puis, actif. ça me permet après de. Quand j'écris sur un sujet, je me google moi-même, en fait. Fait que je fais ma propre recherche à moi. Mettons, genre, j'ai des jokes de poisson. Je fais, hey, oh, c'est vrai, en février 2016, j'avais dit que mon poisson préféré, c'était l'affaire que j'avais dit. Fait que moi, Twitter me sert de bloc-notes en ligne, genre. C'est comme ça que moi, puis il y a du monde qui aime ça, pareil. Parce que cette merde-là qui est écrite de pensée, de flotte de ma tête. Il y a des concerts, mais une place où c'est trié, puis que c'est écrit comme faux, c'est les lundis soirs à Humour aux As. Venez voir ça au 42-97 Saint-Denis. Les invités sont vraiment le fun. C'est super nice, venez voir ça. Oui, c'est très plaisant. Absolument, moi, je suis là dans la foule. Fait que venez voir Pierre-Luc. Si vous me voyez là, venez me parler de Watchmen alors que ça joue à HBO. On en parle. Moi, je veux juste faire une parenthèse, mais qu'à mon dernier show à Montréal, il y avait une table 3 bières. C'était tellement cool. Il y avait Luce avec Michel qui était là, avec Mathieu Poirier qui était là avec sa fille aussi. J'espère qu'ils ont eu des belles discussions dans le char sur certains sujets que j'ai abordés. Puis il y avait aussi Guillaume et ses amis là, que le nom m'échappe. Mais c'est vraiment cool de voir qu'il y a du monde de 3 bières qui viennent me voir en vrai. Puis qu'après ça, comme j'écoute 3 bières. Puis je suis comme c'est normal. Ouais, puis en plus, moi j'ai tout le temps une coupe de comment ça dire, des décapsuleurs sur moi que je donne aux gens qui viennent au lundi aux As, qui parlent de 3 bières, je leur donne tout le temps. Fait que venez voir ça. Oui, allez le voir, allez. Ces décapsuleurs-là, il veut s'en débarrasser. Allez y en parler, qu'il les donne. Je suis minimaliste, j'ai pas besoin de tout ça chez nous. Tu sais, un décapsuleur, tu n'as juste besoin d'un dans la vie. Là. Tu n'as pas besoin de 2. Là. Quand tu veux décapsuler 2 bières en même temps, jamais. Juste une bière, c'est assez. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où ce que je parle de pop culture, sur Instagram où ce que je
pose des dessins que je fais, ainsi que sur Facebook, Cartoonist Robuste, ou que, c'est ça, vous voyez, voyez lentement comment j'essaie d'apprendre à ancrer à la plume, à la main, avec un encrier old school. C'est ça que je fais ce mois-ci, ces temps-ci. Et sinon, vous pouvez aussi... On peut lire tes vacheries sur OD aussi, ouais. sur Twitter. Mes pensées, mes trucs sont généralement négatifs et très drôles. Écoute, moi j'écoute pas, puis ça fait rire. Ils sont pas négatifs. Moi, je les aime, tous ces gens-là. C'est vraiment le meilleur partner d'OD. Je veux juste le dire et le redire. Là, Yannick et moi, on est des bons... On parlait d'humiliation publique tantôt, là, des affaires comme ça, là, puis m'a dit, cette année, OD, il y en a des pas pires. Eh, boboy! J'écoute tellement pas ça. Mais il n'y a jamais eu une torture dans l'histoire comme quelqu'un qui agit comme un imbécile à la télévision, mais qui va avoir à le réécouter plus tard. Puis ça, c'est ça qui a Occupation Double, et ça, aucun des anciens ingénieurs de torture aurait pu penser à ça. Parce que ça, c'est vraiment particulier. Regarde, Parce que, s'auto-torturer. ouais, l'année prochaine, podcast OD. Absolument, C'est 100%. faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça. 100%. On se FaceTime, mais on parle d'OD. On met ça sur Facebook. Ça va être vraiment bon. Mais aussi, je fais un quiz de cinéma sur à chaque mi-mois. La semaine prochaine, ça va être trop tard, mais le 17 décembre au Major Tom, je vais être là. On va probablement avoir des questions de Star Wars, vu qu'il y a un film de Star Wars qui va sortir bientôt. Alors, venez nous voir au Major Tom pour un beau quiz comme ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est où? On l'a dit? On est au On l'a pas dit. On ne l'a pas dit. On est au Parce que, trois brasseurs, Yannick. on est tellement confortable Ouais. et bien. Qu'on l'oublie des fois. On est comme oublie chez qu'on est pas à nous, la maison. on a oublié qu'on n'est pas à la maison. Ouais. Mais oui, on est au Trois Brasseurs. Sur Saint-Denis. Sur Saint-Denis. Moi, j'ai bu 2 pintes Je confirme que tu les mielleuse. as de vus. belle blonde mielleuse qui est vraiment délicieuse. Et je te dirais que là, je me sens bien. Je me sens C'est pas- le monde qui sont en vidéo, là, ça fait 10 minutes qu'il y a qui s'en vient pacter, là, mais avec un grand P, mettons, là. Pas B-I-E-N. Il est prêt pour Céline. Ben, Ouais, B-I-N. c'est ça. Je suis vraiment bien. Et vous allez sans doute avoir le même sentiment si vous consommez ces boissons-là. Et on vous invite à venir le faire justement aux Trois Brasseurs sur Saint-Denis. Ouais, venez manger ici lundi, puis Lazare est en haut juste là. Vous pouvez marcher. Ouais. Faites une petite marche, allez au 42-97 Saint-Denis. Saint-Denis. Yannick, Ben, c'est la même rue. Là, c'est faut correct. que j'arrête, on t'arrêtera jamais, là. C'était facile Ok, dans ça. wrap it Non, up. Merci. pour toujours. Tout le monde, bye! Arrêtez! La vérité est ailleurs!